vous m'entendez bien? À peu près. Bon, c'est parfait. Tout à fait. Bon. Très bien, très très bien. Bon, donc on va commencer. Donc on a ensemble un cycle de deux conférences qui est consacré donc à la question de la violence politique, de la radicalité et des combattants volontaires, des combattants à l'étranger. Donc des thématiques évidemment assez larges, hein, vous vous en doutez, d'actualité, je vais dire hélas. Alors, quelques points techniques d'abord. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aujourd'hui, on va faire la même chose pour les deux conférences, c'est-à-dire qu'on va le diviser, on fera une petite pause au milieu, que vous puissiez souffler un peu, parce que c'est toujours assez difficile de suivre en ligne des enseignements, on a un peu d'expérience maintenant, donc on va faire 45 minutes, on fera 10 minutes de pause, et puis on reprendra pour la suite. Si à un moment donné vous avez des questions, vous n'hésitez vraiment pas à le dire. Voilà, on est en petit nombre, donc vous n'hésitez vraiment pas à m'interrompre, à me demander des précisions, soit directement, soit par le biais du chat hein, qui est ouvert aussi. Donc vraiment, vous n'hésitez pas, sachant qu'on réservera un temps à la fin pour pouvoir discuter un petit peu plus si vous avez des questions précises par rapport à tout ce que je vous ai dit. D'accord? Bon. Alors, donc je vous disais, on a deux conférences ensemble, donc sur une thématique un peu générale, et voilà comment je vous propose d'organiser mon propos. Je vais aujourd'hui essayer un petit peu de clarifier un petit peu la question de ces thématiques, c'est-à-dire, bon, je dis violence politique, radicalité, engagement à l'étranger, ce sont des vastes thématiques qui, je vous le disais, sont à la fois d'actualité, mais qu'on va retrouver tout au long de l'histoire. Donc je vais essayer aujourd'hui de le clarifier, et notamment d'essayer de vous montrer un peu comment les sciences sociales permettent un peu de faire un pas de côté, un peu peut-être, par rapport à une actualité brûlante, qui est toujours tragique, hein, quand on parle de terrorisme, quand on parle d'attentats, quand on parle de ce genre de choses-là. Évidemment, on est tous évidemment submergés par l'émotion, par l'indignation, par toute une série de choses. Bon, et évidemment, ce genre d'indignation, de choc aussi, très souvent, finalement, ne sont pas très favorables au problème de compréhension. Donc, je vais essayer de vous montrer comment, avec les sciences sociales, on peut essayer de faire un pas de côté. Bon, Durkheim disait que faire des sciences sociales, c'est faire de la comparaison. Donc, je vais vous promener un petit peu dans le temps et dans l'espace. Hein, vous voyez, on va se promener jusqu'à la fin du 19e siècle. On ira dans l'Allemagne des années 70. Voilà, on va essayer de se promener un peu en essayant de trouver un petit peu des manières de comparer pour éviter un petit peu les effets de sidération hein, que provoquent ces questions-là. Alors, je vous disais, aujourd'hui, je vais essayer de clarifier un certain nombre de concepts, poser un petit peu quelques idées importantes à partir de travaux sur les sciences sociales. Et la fois prochaine, donc ce sera, enfin c'est pas la semaine prochaine, mais la séance suivante, qui aura lieu donc le 25 mars, je vous présenterai une enquête spécifique que j'ai moi-même menée sur des jeunes qui sont partis en Syrie, donc qui sont ou qui ont essayé de commettre des attentats en France, puisqu'avec Fabien Carrier, donc un jeune collègue, on a mené une enquête à partir de leur dossier judiciaire, c'est-à-dire qu'on a eu accès au dossier judiciaire, au procès de 133 jeunes, donc poursuivis pour des faits de radicalisation ou pour des faits de terrorisme. Bon, et donc là, on rentrera, si vous voulez, de plein pied à partir d'une enquête très précise sur les trajectoires familiales, les histoires scolaires. Donc j'essaierai d'un peu de vous raconter tout cela. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près cohérent, vous voyez, de le diviser en deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir un propos un peu plus général, vous voyez, et on rentrera la fois suivante dans une étude de cas un petit peu plus précise, en lien immédiat avec l'actualité contemporaine. D'accord ? Voilà le programme. Hein. Je sais que vous regardez des séries, donc je vous fais, vous voyez, le trailer de la saison. Vous voyez, je vous dis, voilà de quoi la saison 1 va parler. Voilà, c'est pour rassurer aussi que vous restez jusqu'à la fin. Alors, je vous disais qu'aujourd'hui, donc, on va commencer par essayer un peu de clarifier un peu ces grandes thématiques, hein, vous voyez, qui effectivement sont des thématiques très chargées politiquement, médiatiquement, dont on parle beaucoup.
Et je vais un peu me promener sur les différentes définitions ou les différentes manières, vous voyez, qu'on a d'aborder ces questions. Je vais commencer par la question de la violence politique. Et vous allez remarquer que je vous parle de violence politique et pas de terrorisme. Et je vais commencer par une anecdote, peut-être, pour vous faire toucher du doigt, en vous demandant quelle est, à votre avis, la définition que donne l'ONU du terrorisme. Les Nations Unies, vous savez, l'Organisation des Nations Unies, à votre avis, comment est-ce qu'elle définit le terrorisme? Vous avez le droit de répondre. C'est une question. Vous avez le droit de dire que vous ne savez pas aussi. On ne vous en voudra pas. Bon. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Eh ben, vous n'en savez rien. Alain n'en sait rien. Et Alain a raison de ne rien en savoir, puisque l'ONU non plus n'en sait rien. C'est-à-dire qu'il a été impossible jusqu'à aujourd'hui, pour l'ONU, de trouver une définition commune du terrorisme. Et oui, parce qu'on se rend compte très immédiatement, vous voyez, que la question du terrorisme, c'est une question très complexe qui est donc liée à des questions de violence, à des questions de violence en relation, on va le dire, avec une question politique, et que finalement le terroriste de l'un peut devenir très vite le réfugié politique de l'autre. C'est-à-dire que, évidemment, trouver une définition unilatérale, vous voyez, tous les débats qui ont eu lieu à l'ONU, vous avez eu par exemple dans les années, à la fin, alors, certains d'entre vous s'en rappellent peut-être, à la fin des années 70, vous aviez beaucoup d'événements de terrorisme liés notamment à la question au Moyen-Orient, la question palestinienne, des détournements d'avions, vous vous en souvenez peut-être, hein, il y a eu toute une question, donc il y a eu des énormes débats à l'ONU sur cette question, portés notamment par les États-Unis, qui voulaient essayer de pousser l'ONU à trouver des définitions. Et qu'a-t-il finalement, comment est-ce que ça s'est défini dans les années 70 à l'ONU? À la fin, on a trouvé que les seuls États terroristes, la définition du terrorisme, en fait, s'appliquait essentiellement à deux États, c'est-à-dire les États-Unis et Israël. Donc vous imaginez bien que, évidemment, on a abandonné ce type de définition. Et pour une raison très simple, c'est que dans le contexte de la décolonisation, et décolonisation des années 60, mouvement que vous aviez aussi en Amérique latine avec tous les coups d'État qui ont eu lieu dans les années 60, 70 plutôt aux États-Unis, en Amérique latine, je parle du Chili, je parle de l'Argentine, évidemment, tout un tas d'acteurs à l'ONU pensaient évidemment que les États-Unis étaient un État terroriste. Oui. Donc pourquoi j'attire votre attention là-dessus, vous voyez, c'est qu'en réalité, vous voyez, la question du terrorisme, c'est assez facile de définir ce qu'est un criminel. C'est quelqu'un qui viole le droit pénal. Ça, c'est assez simple. C'est beaucoup plus difficile de définir ce qu'est un terroriste, puisque c'est quelqu'un qui commet une violence, évidemment, au nom d'une idéologie politique, au sens large du terme, et évidemment, vous pouvez être pour ou contre cette question de violence politique. Dans l'histoire, vous avez toute une série de gens qui ont été à un moment donné qualifiés de terroristes et qui sont par la suite devenus des acteurs parfaitement légitimes de l'histoire nationale ou internationale. Est-ce que vous avez des exemples de gens qui ont été qualifiés de terroristes qui par la suite ont été des acteurs tout à fait légitimes? Fidel Castro? Alors non, de manière surprenante, Fidel Castro n'a jamais été qualifié de terroriste, mais vous avez raison, ça aurait presque pu être le cas. Mais par exemple, exactement, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Yasser Arafat, par exemple, donc le leader de l'OLP, a pendant longtemps été qualifié de terroriste avant de devenir le chef de l'autorité palestinienne, de tenir un discours aux Nations Unies elles-mêmes. C'est le cas de Nelson Mandela. Nelson Mandela, qui a été pendant de très longues décennies qualifié de terroriste. Il a d'ailleurs été qualifié comme tel par les États-Unis jusqu'au milieu des années 1990. Vous voyez, donc c'est quand même très très tardif. Mais c'est aussi le cas, par exemple, de Menachem Begin, l'un des premiers présidents d'Israël, qui était qualifié de terroriste par les autorités britanniques. C'est le cas, évidemment, en France, des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Lucien Aubrac, par exemple, dont vous connaissez le nom, était recherché pour terrorisme et se revendiquait lui-même, disait mes ennemis me qualifient de terroriste, c'est un honneur. Bon.
je pourrais, vous voyez, démultiplier les exemples historiques. Les cadres et les militants du FLN algérien, du Front de Libération Nationale algérien, ont été qualifiés de terroristes par les autorités françaises durant tout le long de la guerre d'Algérie, et par la suite sont devenus soit des responsables d'État, soit des cadres importants de l'État algérien. Bref, tout ça pour vous dire, vous voyez, que en réalité, vous voyez, passer d'un côté ou de l'autre de la barrière, c'est extrêmement fréquent tout au long de l'histoire. Et aujourd'hui encore, vous avez toute une série, par exemple, de gens, si vous prenez, par exemple, des leaders tchétchènes, qui sont, par exemple, réfugiés à Londres, ils sont considérés par les autorités russes, par exemple, comme des terroristes. Bref, tout ça pour vous dire, vous voyez, que le terroriste de l'un peut être très facilement le réfugié politique de l'autre. Quelque chose qui est extrêmement important. Je vais prendre un autre exemple, les militants anti-franquistes en Espagne étaient passés la frontière française et ils recevaient le statut de réfugiés politiques alors même que les autorités espagnoles les considéraient comme des terroristes. Donc, vous voyez, on est évidemment sur une définition qui est, vous le comprenez bien, qui est une définition qui est extrêmement politique. Voilà. C'est-à-dire que là, au fond, ce qui marque la frontière finalement entre un terroriste et un autre, c'est une ligne de définition qui n'est pas simplement une ligne pénale, comme c'est le cas avec la délinquance, mais c'est une ligne qui est une ligne politique. Et donc évidemment, ça explique, vous voyez, un peu la difficulté qu'on a à aborder cet objet, qui évidemment change, vous voyez, dans le temps, dans l'espace. Tout ça est extrêmement important. Alors, ça va jusqu'à présent ? Vous n'hésitez pas, hein, si quelque chose n'est pas clair, vraiment, vous n'hésitez pas un seul instant à me le dire. Bon. Donc, c'est pour ça, par exemple, que moi, dans mes travaux, et de manière générale, les auteurs de sciences sociales qui travaillent sur ces questions, vous voyez, utilisent plus volontiers le terme de violence politique que celui de terrorisme. Voilà. C'est-à-dire que la violence politique, vous voyez, c'est un terme plus neutre en termes de description que celui de terrorisme, qui, vous voyez, est un terme chargé. Évidemment, c'est un terme de disqualification. Je dirais, aucun groupe qui se livre à l'action armée ne se revendique comme terroriste. Il va se revendiquer selon les cas, avant-garde du prolétariat, soldat de l'islam, combattant de la liberté, voilà ce que vous voudrez, mais il ne s'auto-revendique jamais comme groupe terroriste. Voyez, donc, qualifier quelqu'un, en revanche, de terroriste, évidemment, c'est une manière de le disqualifier politiquement. Monsieur, vous êtes un terroriste, évidemment, c'est pas très très bon dans le débat, vous en doutez bien. Donc, vous voyez, alors attention, ce que je suis en train de vous dire ne veut pas dire que je ne condamne pas, à titre personnel, le terrorisme, et que comme citoyen, on peut tout à fait condamner le terrorisme, c'est presque même normal de le faire. Mais en termes d'analyse, je préfère faire un petit pas de côté en disant, ben voilà, plutôt que d'utiliser ce terme très chargé, je préfère utiliser celui de plus neutre, de violence politique. Là, je suis dans la description, pas dans la disqualification. Et ce qui m'intéresse, comme sociologue, c'est de comprendre, évidemment, ce qui se joue derrière cela. Donc, les premières questions importantes, vous voyez, quand on est vraiment sur ce terrain, vous voyez, c'est donc de comprendre qu'on a là face à un mécanisme, vous voyez, de qualification-disqualification qui a à voir avec, avec les rapports de force politiques, notamment pour définir qui est terroriste et qui ne l'est. Bon. Une fois que j'ai dit ça, c'est pas terrible. Donc comment est-ce qu'on peut réfléchir un peu mieux, vous voyez, à cette notion? Comment est-ce que cette notion, finalement, de violence politique, je vous ai dit, les textes internationaux ne sont pas très compétents en la matière, comment est-ce qu'on peut essayer de la réfléchir? Bon. Alors, on pourrait dire, est-ce qu'il y a des profils de gens? Est-ce que finalement, les gens qui se livrent à la violence politique, on pourrait essayer de faire une catégorisation en disant, c'est tel type de gens. Bon. Alors, je vais écarter tout de suite un type d'analyse qui est fréquente dans le débat, c'est celui de la pathologie. Bon, c'est des malades mentaux, c'est des fous. Bon. Alors, je vais vous rassurer, ou pas, je ne sais pas, les gens qui se livrent à la violence politique ne sont pas plus fous que vous ou que moi. Bon, là-dessus, s'il y a bien un groupe qui est très volontiers en désaccord, c'est les psychiatres et les psychanalystes. Ils sont généralement pas d'accord entre eux, c'est comme les sociologues, généralement. Vous avez à peu près autant de points de vue que vous avez de personnes dans la pièce. Mais s'il y a une chose sur laquelle les sciences du psychisme sont absolument d'accord, c'est que il n'y a pas de pathologie derrière l'usage de la violence politique. Vous avez bien sûr des gens qui ont des pathologies
qui se livrent à de la violence politique. Mais pas plus, je dirais, qu'à l'université, qu'à la poste, que dans la police ou chez les pompiers. Effectivement, on n'a pas, vous voyez, c'est pas quelque chose qui serait un élément explicatif, vous voyez, du passage à la violence. Alors, je vous le dis parce qu'on le lit souvent. Ah, c'est des fous, c'est des malades mentaux, etc. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je vous le dis. Mais les services de renseignement, par exemple, appellent ces cas, ils appellent ça des dossiers camisoles. Dossier camisole, c'est bien, ça fait référence évidemment à l'enfermement psychiatrique. Il dit bon, ils ont des dossiers qu'ils qualifient de dossiers camisole, qui sont des gens déséquilibrés, si je puis dire, qui à un moment donné peuvent passer à l'acte violent. C'est arrivé, vous avez peut-être en mémoire, il y a un gars qui avait foncé sur un marché à côté de Nantes, qui avait 14 hospitalisations psychiatriques derrière lui. Enfin, il y a des cas comme ça. Mais ce n'est pas explicatif et c'est vraiment une infime minorité par rapport à ça. Donc, c'est pas de la pathologie. C'est pas de la pathologie. Deuxième élément, on pourrait dire, est-ce que au fond, c'est le fait de certains groupes ou de certaines croyances particulières? On pourrait dire, au fond, qui finalement... Alors, par exemple, est-ce que c'est religieux? Bon, vous avez un grand débat sur, par exemple, les attentats suicides. On dit, les attentats suicides, c'est des gens qui croient en Dieu, et donc ils font des attentats suicides parce que comme ça, ils vont rejoindre le paradis. On se dit, tiens, on en a une bonne idée. Non, c'est encore une mauvaise idée. Quel est le groupe qui a eu le plus recours aux attentats suicides? C'est les tigres tamouls, qui sont marxistes-léninistes. Donc, eux, Dieu, l'avenir futur, ça marche pas trop. Mais le groupe qui a eu le plus recours aux attentats suicides, ce sont les tigres tamouls. Et donc, en réalité, là encore, il y a la question de Dieu. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, attention, que l'idéologie, dans idéologie, je vais y revenir tout à l'heure, j'inclus la politique, évidemment, et la religion, n'a pas un rôle. Mais vous ne pouvez pas expliquer ça simplement par ces éléments. Est-ce qu'on aurait un profil social? Parce qu'au fond, voilà, c'est plutôt des gens précarisés, c'est plutôt des gens en rupture de banc, c'est plutôt des gens comme ça qui se livrent à de l'action violente. Vous regardez l'actualité récente, vous voyez Mohamed Merah, Amélie Koulibaly, vous dites, ah bah oui, tiens, ça, vous voyez, c'est plutôt des petits délinquants en déshérence, c'est plutôt ça. C'est vrai. Et en même temps, on se rend compte qu'on a aussi toute une série d'autres groupes. Si on prend par exemple l'exemple allemand de la fraction armée rouge, qu'on a appelé la bande d'Abadère dans les années 70 en Allemagne, dans les années 70 et 80, c'est tous des petits bourgeois intellectuels. C'est des petits ou des grands bourgeois intellectuels. C'est-à-dire qu'on a là un milieu étudiant, très favorisé culturellement. Et je vous montrerai la prochaine fois que sur les jeunes qu'on a étudiés qui sont partis en Syrie, on n'a pas du tout affaire à des gens issus de familles déstructurées, etc. Au contraire, là on a plutôt aussi des petits intellectuels, etc. Donc là encore, vous voyez, selon les moments, selon les groupes, il y a une grande hétérogénéité, finalement, de trajectoire sociale qui amène à la question de la violence. Vous avez remarqué, je commence par vous dire tout ce que c'est pas, c'est assez pénible, je sais bien, mais je suis obligé de commencer par là parce que je suis sûr que vous avez évidemment entendu déjà ce type de théorie, vous avez déjà entendu ce type de choses, évidemment, donc il est mon devoir, je dirais, pédagogique de vous montrer un peu, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela. Alors, c'est pas pathologique, c'est pas lié à certains groupes, enfin en tout cas aux groupes en particulier. Bon. Donc, à quoi c'est lié? Bon, comment est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à cette question? On peut essayer de réfléchir. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Charles Tilly, je donne son nom, je vous mets dans le chat. Donc Charles Tilly, c'est un grand historien américain qui a beaucoup travaillé sur la manière qu'ont les groupes sociaux de se mobiliser, de faire de l'action collective. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la transformation des États, les protestations, les manifestations, l'action violente, etc. Bon, c'est une très bonne référence. Il a écrit beaucoup, il a notamment écrit un grand livre qui s'appelle La France conteste, vous voyez, qui part de l'Ancien Régime et qui vient jusqu'à nos jours. Bon, et Charles Tilly, en fait, une manière assez intelligente, je pense, de résoudre cette question. En fait, il explique que la violence politique, ce n'est pas une identité. Ce n'est pas une identité, c'est une stratégie.
c'est une stratégie. C'est ce qu'il appelle précisément un répertoire d'action. C'est une manière d'agir dans le conflit politique. Alors ça, c'est un point qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, ça veut dire que c'est pas juste, vous voyez, c'est pas quelque chose qui serait lié à des gens qui sont malades mentaux, c'est pas lié à des gens qui auraient une identité particulière. C'est un moment, c'est une stratégie que des gens peuvent utiliser à un moment donné. Alors ça, je vais prolonger mon propos. Ça veut dire quoi, c'est une stratégie que les gens peuvent utiliser à un moment donné? Ça veut dire que, d'une part, cette stratégie, elle n'est pas nécessairement unique. On peut utiliser l'action violente en même temps, et je suis très macronien, mais en même temps que d'autres répertoires d'action. L'action politique, par exemple. Prenez des grandes organisations comme l'IRA irlandaise, par exemple. L'IRA irlandaise a mené des actions violentes et n'a jamais cessé par ailleurs de mener des actions politiques et culturelles, par exemple. C'est-à-dire des actions en faveur de la langue, des actions de mobilisation politique, etc. Donc ça peut être, vous voyez, une action qui est menée en même temps que d'autres, réellement. Et deuxième élément, c'est une action qui peut être aussi menée successivement. Vous avez des organisations qui ont utilisé la violence et qui, par la suite, sont passées à autre chose. Et là encore, l'exemple de l'IRA est un bon exemple. Vous voyez, l'IRA a mené pendant très longtemps des actions violentes. Aujourd'hui, c'est une organisation politique. Vous avez peut-être suivi le processus qui se produit en Colombie, où les FARC, ou au moins une bonne partie d'entre elles, ont été un groupe qui était un groupe armé pendant des décennies, qui a signé des accords de paix, qui désormais s'est transformé en formation politique. Au moins pour l'essentiel, puisqu'il y a une partie des FARC qui est restée dans la lutte armée, mais l'essentiel, vous voyez, ça veut dire que des gens qui hier étaient des militants armés deviennent aujourd'hui des militants politiques, qui jouent dans le cadre d'un jeu démocratique. Voilà. Alors ça, vous voyez, déjà, c'est vachement intéressant. Parce que ça y est, vous voyez, on enlève l'idée, vous voyez, qu'il y aurait une sorte d'essence, vous voyez, de la violence politique, vous voyez, que ça serait quelque chose qui serait intrinsèque aux gens, qui serait dans leur tête. Non, c'est un répertoire d'action auquel des gens ont recours à un moment donné, avec d'autres choses, ou sans d'autres choses, et puis ensuite peuvent passer à autre chose. Et ça, déjà, ça nous permet beaucoup mieux de comprendre, au fond, l'extraordinaire impasse de la recherche, vous voyez, sans fin des profils. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point qui est, je pense, tout à fait intéressant que développe Charles Steele. Alors, que nous raconte Tilly? Je vais vous montrer un petit diagramme. Hein. Ne vous effrayez pas, il n'est pas, compliqué. Il a l'air compliqué. Pourquoi je dois faire ça? Voilà. Allez, je vous demande une seconde. Je demande maintenant une autorisation pour partager mon écran. Ok. Bon, est-ce que je peux partager maintenant? Alors. En fait, c'était déjà partagé, monsieur. C'est déjà partagé. Donc oui, on le voit. Vous voyez quelque chose, c'est fantastique. Bon, alors vous voyez un carré, c'est ça. Hein, c'est ça, vous voyez un joli carré. Alors, je vais expliquer rapidement ce carré de Charles Tilly, parce que, en fait, vous allez voir, il est assez simple. Il divise son carré, en fait, en deux principes de division, qui est d'un côté, vous voyez, un axe ici, des ordonnées dans lequel vous avez les non-spécialistes et les spécialistes. D'accord? Je vais y venir dans un instant, c'est-à-dire les gens qui sont spécialisés, c'est-à-dire qui, grosso modo, ont des vraies compétences militaires ou qui n'en ont pas. Spécialistes, non spécialistes. C'est assez simple. Et sur l'axe horizontal, vous voyez qu'il y a home territory, c'est-à-dire des gens qui agissent sur un territoire déterminé ou à l'extérieur d'un territoire déterminé. Bon, vous allez voir, ça, pour l'instant, ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est en réalité très très simple. Et avec ce schéma, Tilly va nous montrer un peu comment il va tout simplement faire une sorte de schématisation des gens qui ont recours à la violence politique. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intersection entre un territoire et des non-spécialistes? Vous voyez, donc pour votre tableau en bas à gauche, qu'est-ce qu'on trouve? Donc un territoire restreint et
des non-spécialistes, c'est ce qu'il appelait les autonomistes. Les autonomistes, c'est là que vous retrouvez tous les conflits de type ethno-nationaliste, les Basques, les Corses, les Irlandais. C'est des gens qui ont des revendications sur un territoire donné. Et, bon, la Corse, le Pays Basque, voilà, c'est très localisé. Les Kurdes, hein, au Kurdistan, bon, c'est un territoire localisé, dans lequel vous avez des revendications, notamment d'indépendance. Et ce sont généralement des unités non spécialisées, c'est-à-dire finalement, ce sont un peu des amateurs hein, de la violence politique, c'est-à-dire des gens qui sont des militants nationalistes qui utilisent la violence politique. D'accord ? Oui, ça nous distribue, vous voyez, sur l'usage de la violence politique, ça nous distribue un des éléments. Si je monte sur l'axe vertical, je vais vers les spécialistes. Vers les spécialistes, ce qu'il a appelé militias. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Tout simplement, ça serait des nationalistes, si vous voulez, qui se seraient professionnalisés. Et les nationalistes qui se sont professionnalisés, ça va être qui? Ça va être, par exemple, les FARC colombiennes. Les FARC colombiennes, ça va être l'ALN algérienne à un moment donné, l'Armée de Libération Nationale algérienne, c'est-à-dire des gens qui, vous voyez, eux aussi, vous voyez, sont très ancrés sur un territoire, ils sont très ancrés sur un territoire, et en même temps, vous voyez, ils veulent, ils se sont professionnalisés, alors c'est notamment quand le conflit dure pendant de très longues années, hein, souvent la professionnalisation, elle vient avec la durée, vous voyez, et effectivement, vous regardez les FARC, c'est pas le FLNC, c'est pas ETA, c'est des divisions, des unités, des armes lourdes, des compétences, on n'est pas du tout dans le même registre. Vous avez là des pseudo-armées qui sont développées, mais toujours très ancrées sur un territoire. D'accord? Ça va? Bien. Je prends, maintenant je me translate de l'autre côté, il s'intéresse donc à des groupes qui sont évidemment moins qui ne sont pas sur une revendication territoriale, vous voyez, qui sont sur une revendication plus large, alors qui peut être une revendication sociétale, l'anticapitalisme par exemple, vous voyez, ou une vision globale du djihad et de l'islam, bon, par exemple, avec des gens qui là, alors sont soit ancrés, alors on n'est pas ancré sur un territoire concret, et là encore, on a la même division entre spécialistes et non spécialistes. Du côté des spécialistes, vous avez des gens qui sont des professionnels de la violence politique. Là, vous mettez Ben Laden. En haut à droite, vous mettez des gens comme Ben Laden. Des gens comme Ben Laden, ce sont des spécialistes, vous voyez, de la violence. Il est passé par plusieurs conflits. Il a été en Bosnie, il a été en Tchétchénie, il a été en Afghanistan. Voilà, il a passé 30 ans dans la clandestinité. Voilà. Typiquement, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est déterritorialisé. Il est hors d'un territoire, il est déterritorialisé, et en même temps, c'est un professionnel. D'accord ? Mais vous retrouveriez là aussi, dans l'histoire, vous voyez, vous avez des professionnels qui sont passés, par exemple, par différents mouvements révolutionnaires en Amérique latine, vous voyez, qui étaient capables de passer de la Bolivie au Nicaragua, etc. Bon, on retrouve, vous voyez, des professionnels, finalement, de la lutte armée qui sont déterritorialisés. Et puis, ceux qui sont déterritorialisés, donc ça, c'est ce qu'ils appelaient les spécialistes, ce que Tilly appelle les conspirators. Et ce qu'il appelle les zélotes, c'est plutôt là des gens qu'on va retrouver, vous voyez, qui vont mener des actions sans être professionnalisés et sans être territorialisés. Donc c'est aujourd'hui une grande partie des attentats islamistes qu'on retrouve en France et en Europe, vous les retrouverez là. De la même manière, vous retrouverez dans cet aspect toute une série d'actions, par exemple d'extrême gauche, qui ont été menées dans les années 70 et 80 en Europe. La RAF, par exemple, vous le mettez là. Ouais, la Roten Arming Fraction allemande, elle n'a pas de velléité territoriale. Elle veut une révolution mondiale. Les brigades rouges italiennes, de la même manière, elles veulent une révolution mondiale. Mais en même temps, ce ne sont pas des professionnels. Alors, et pourquoi je vous ai fait ce petit schéma? Bon, ouais, je vous l'ai montré d'abord parce que voilà, c'est vachement pédagogique de mettre des schémas, mais pas que. C'est pas que ça. Hop là, on revient. On est revenu là. Pourquoi j'ai ça? Hop là, c'est bon. On n'est plus partagé là. Hein, c'est bon. Vous me revoyez moi. Bon, très bien. Donc pourquoi je vous ai mis, vous voyez, ce schéma? Parce que vous voyez, Tilly, il a ce mérite pédagogique, je crois, vous voyez, de faire éclater, sans mauvais jeu de mots, et la question, vous voyez, de cette idée de la violence politique, dès lors qu'on voit que ce n'est pas une identité, ce n'est pas une essence, et que c'est un moyen, vous voyez quel type de groupes vont utiliser ce moyen.
Et alors évidemment, si je me place du côté, alors vous vous en souvenez peut-être, de ceux qui finalement sont ancrés sur un territoire. Vous voyez bien que cette violence politique, ancrée sur un territoire, elle évidemment, elle peut se développer évidemment avec des actions violentes, je vous l'ai dit, mais vous voyez bien que si vous êtes sur un territoire, vous avez toute une série d'autres moyens d'action à votre disposition. Prenons l'exemple des Basques, par exemple, de Théa. Ils n'ont jamais mené qu'un combat militaire contre l'État espagnol. Ils ont aussi mené un combat culturel. Combat culturel, c'est-à-dire notamment la formation à la langue, vous voyez, des luttes sociales sur la question d'un syndicalisme autonome, la question de la lutte contre l'expansion immobilière, bref. Vous voyez qu'en réalité, cette lutte armée, elle peut être très largement mélangée avec d'autres choses. C'est beaucoup plus difficile si vous n'avez pas de territoire. Parce que, évidemment, quand vous êtes ancré dans un territoire, vous avez des populations, vous pouvez toucher des populations. Si vous êtes voyez, déterritorialisé, ça devient évidemment beaucoup plus compliqué. Alors, tiens, je vais vous poser une question. À votre avis, qui est-ce qui a le plus de chances de gagner? Tiens, on va faire un... Je repartage mon truc. Hop, vous êtes revenu. Allez, on va mettre ici, on va mettre 1 en bas, 2, 3, 4. Donc 1 les autonomistes, 2 les milices, 3 les conspirateurs, 4 les zélotes. Qui a le plus de chances de voir son combat victorieux? Les autonomistes. Presque. Alors vous avez raison, les autonomistes ont des chances de voir leur combat victorieux, mais sans doute moins que les milices. C'est-à-dire que les milices, en réalité, ont souvent, parce qu'elles ont une force militaire, une possibilité de gagner supérieure. Mais vous avez raison, en tout cas, de vous être passé. Au fond, les revendications qui ont le plus de chances de marcher, c'est évidemment celles qui sont ancrées solidement sur un territoire. Ouais, c'est évidemment ce qui est ancré solidement sur un territoire, c'est là que ça a le plus de chances de marcher. A l'inverse, quand vous êtes déterritorialisé, et proclamer l'avènement du djihad global ou de la révolution internationale, sans territoire d'appui, en réalité, c'est compliqué. Et là, ça va nous amener à un point tout à fait important. C'est qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'appui territorial? Qu'est-ce que vous pouvez user comme mode d'action pour essayer en tout cas d'infléchir les rapports de force qui vous sont défavorables? Là, vous n'avez pas grand-chose. Et ce n'est pas un hasard si je vous ai dit qu'on retrouvait d'un côté Al-Qaïda, qu'on retrouvait une grande partie des attentats contemporains de ce côté-là. C'est qu'en réalité, si vous n'avez pas d'ancrage territorial, l'une des rares manières ou des seules manières que vous avez d'agir, ça va être l'utilisation de ce qu'on a appelé la propagande par le fait. Alors, je vais vous développer sur ce point. Parce que propagande par le fait. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, la propagande par le fait? Donc, vous voyez, les attentats contre les personnes, par exemple en France. Alors, la propagande par le fait, c'est évidemment, vous avez raison, ça peut être des attentats contre des personnes ou des biens, vous avez raison, mais vous avez des attentats qui peuvent relever d'autres choses que de la propagande par le fait. Bon, si on prend l'exemple basque, si je reste là-dessus, quand le ETA fait sauter des casernes de la Guardia Civile ou des convois de militaires, vous voyez, ce sont des attentats contre des personnes, mais qui relèvent, dans ces cas-là, d'un espèce de conflit militaire, hein, on pourrait dire, entre les deux. Alors la propagande par le fait, je vais vous dire en quoi est-ce qu'elle se distingue de d'autres types d'attentats. C'est important parce que, effectivement, vous allez voir, c'est quelque chose de très présent. La propagande par le fait, elle a été à l'origine théorisée, hein, elle a été théorisée à la fin des années 1880, donc à la fin du 19e siècle, par des anarchistes. L'origine vient d'une théorisation par des anarchistes à la fin du 19e siècle. Donc, c'est adopté au Congrès de Londres de 1881, donc peu importe. Et ce qui est tout à fait intéressant avec ce mécanisme-là, c'est qu'en fait, les théoriciens de la propagande par le fait voient finalement dans des actes isolés, par exemple des bombes, ça peut être aussi des assassinats, hein, ce n'est pas simplement des bombes, ça peut être toute une série de choses, une manière, je vais le dire très simplement, de réveiller les consciences du groupe qu'ils visent. Je vais m'expliquer.
Et on veut réveiller les consciences. C'est-à-dire, on veut dire, voilà, un acte individuel, pense-t-il, est capable, tout simplement, de faire prendre conscience, alors au groupe visé, ça va être dans un cas les ouvriers, ça va être dans un autre cas les musulmans, de leur situation, et ça va leur permettre finalement d'accéder à la conscience, et ça va les amener dans la lutte. Je vais citer l'un des théoriciens de cela, qui expliquait, il disait le fait insurrectionnel, c'était les attentats, les assassinats, les sabotages, il disait, est, je le cite, le moyen de propagande le plus efficace et le seul qui puisse pénétrer jusque dans les couches sociales les plus profondes et attirer les forces vives de l'humanité dans la lutte. Et c'est cette idée, vous voyez, qu'au fond, individuellement, vous êtes capable, tout simplement, de mobiliser par l'exemplarité, de provoquer de la mobilisation à partir, vous voyez, d'un acte particulièrement symbolique. Et c'est tout ce qui va se développer à la fin du 19e siècle. Oui, pardon, Daniel, vous aviez une question. Oui, moi je vous avais cité tout à l'heure Mohamed Merah ou Koulibaly. Eh bien, ce sont des attentats antisémites qui sont récurrents et qui continuent d'agiter. Alors, je parle pas, c'est pas dans le monde, je parle de ce qui se passe en France, et qui continuent d'inquiéter toute la communauté juive française. Alors, gardez ce point, parce que je reviens dans un instant sur Koulibaly, précisément. Vous anticipez sur la suite, vous avez tout à fait raison, puisque vous avez bien vu, effectivement, donc je vous fais une généalogie, et je reviens par l'histoire, mais vous avez tout à fait raison, et ce mode d'action n'a pas été abandonné, et on le retrouve de manière très contemporaine. Mais je reviens à votre question dans un instant, d'accord ? Donc, évidemment, je vous disais donc que l'idée, vous voyez, qu'on a derrière, vous voyez, cette idée théorisée que l'action individuelle peut provoquer la mobilisation collective, c'est ce qui va se développer donc à toute la fin du 19e siècle, où on va voir toute une vague d'attentats anarchistes, alors parfois contre des hommes d'État, hein, les présidents de la République vont être tués, des dirigeants, des ministres, des présidents du Conseil vont être tués, mais parfois des individus beaucoup plus simples, des magistrats, des policiers, des journalistes. Bon, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est l'idée que, voilà, on va frapper, vous voyez, et que cela va soulever les masses. Et d'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit tout simplement, par exemple, les journaux de l'époque, les journaux anarchistes, ont toute une série de rubriques, par exemple, dans lesquelles vous avez notamment, je pense au Drapeau Noir ou un certain nombre de journaux de l'époque, dans lesquels vous avez produits anti-bourgeois. Produits anti-bourgeois, c'est on apprend à fabriquer des bombes. Donc vous voyez aujourd'hui les revues de ACPA, Inspire, ou les revues de l'État islamique, comme Dabiq, par exemple, qui proposent dans leur page la manière de fabriquer des bombes. Vous voyez, ça a une longue histoire, une histoire assez longue en tout cas, vous voyez, dans cette idée qu'il faut permettre aux individus de fonctionner de cette manière. Alors, je vous rassure, en réalité, ça ne marche pas. Heureusement, la propagande par le fait, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire ça ne lève pas les masses. C'est-à-dire que très souvent, ça produit alors, de la condamnation chez beaucoup de gens, ça produit de la répression très dure contre les mouvements. Et d'ailleurs, les anarchistes s'en rendent très vite compte, puisque dès 1902-1903, ils reviennent là-dessus et disent il faut arrêter l'action individuelle et il faut revenir à la mobilisation collective. Eux disent, bon, en fait, c'est un échec. Je vous rappelle les lois, de ce qu'on a appelé les lois scélérates, hein, c'est des lois très dures contre les anarchistes à la fin du 19e siècle en France, mais aussi en Espagne, en Grande-Bretagne, etc. Donc en réalité, bon, la propagande par le fait ne réveille pas les foules tel qu'on le croit. Mais ça n'empêche pas que Daniel le disait justement tout à l'heure, ça n'empêche pas, vous voyez, que ce mode d'action va perdurer tout au long du XXe siècle et va être mené de manière très récurrente par des groupes très différents. Vous avez des débats très importants durant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, au sein de la résistance française, sur la propagande par le fait. La résistance française avait des armes, vous le savez, et vous avez des résistants qui disaient, descendons dans le métro, tuons le premier Allemand que l'on voit. Certains disaient, oui, c'est une bonne chose, ça permettra de montrer au peuple de France qu'il y a des résistants. D'autres disaient, non, tuer un soldat, c'est absurde, il faut tuer un officier. D'autres disaient, non, mettons des bombes dans les bars fréquentés par les Allemands.
Certains disaient, mais il y a des Français dedans. Ils disaient, bah oui, mais ces Français, ils sont des collabos, donc il faut les tuer aussi. Bref, oui, ces débats-là, ce sont des débats qui vont revenir de manière extraordinairement récurrente, en disant, ben voilà, si on le fait. Et évidemment, jusqu'à une date très récente, évidemment, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, effectivement, la plupart des djihadistes ont recours à, je parle au moins en Europe, à ce qu'on appelle la propagande par le fait. Frapper des symboles, Charlie Hebdo, par exemple, une école juive, des militaires, ce genre de choses, c'est frapper des symboles, pensant, vous voyez, que ça va réveiller les consciences. Et d'ailleurs, que dit Hamidi Koulibaly dans la vidéo posthume qu'il laisse? Il ne dit pas autre chose, il dit, mais qu'attendez-vous pour vous réveiller quand on insulte les musulmans, etc., etc. Vous voyez, le texte de Koulibaly, on pourrait le retrouver, vous voyez, à la fin du 19e siècle. C'est l'idée, vous voyez, qu'au fond, la communauté musulmane serait endormie et que, par leurs actes, ils arriveraient à la réveiller. Fort heureusement, je vous le disais, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'évidemment, ça a suscité une condamnation dans l'essentiel de la communauté musulmane, évidemment. Et là-dessus, on retrouve, vous voyez, des grandes tendances historiques. Mais cette technique de la propagande par le fait, évidemment, alors, vous voyez, ce qui est tout à fait important, c'est que ça ne soulève pas les masses, c'est le premier élément. Ça ne fait pas trembler les États, évidemment. Alors même, vous voyez, une propagande par le fait, comme les attentats du 11 septembre aux États-Unis, extrêmement spectaculaires, il faut bien le dire, et n'ont jamais menacé l'existence de l'État des États-Unis, évidemment. Donc, cette propagande par le fait, elle peut être extrêmement spectaculaire, elle est évidemment tragique, parce qu'elle cause des victimes, évidemment. C'est vraiment terrible, mais d'un point de vue stratégique, vous voyez bien qu'elle est vouée à l'échec. Mais en même temps, autant vouée à l'échec, ça n'empêche pas, vous voyez, d'exister, parce que pour les groupes, vous voyez, je me replace sur le parti droite de mon tableau, il y a assez peu d'autres modes, vous voyez, d'action que la propagande par le fait. Ça va sur cette idée? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'ai quand même le sentiment de vous bombarder un peu d'informations. Enfin, je me rends compte que c'est dense, peut-être. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui, moi j'ai une question. Donc, vous parliez de ces attentats en disant qu'il s'agit de groupes qui ne sont pas territorialisés. Mais en fait, par exemple, l'État islamique est aussi un territoire. Donc, je ne sais pas si c'est une manière d'utiliser deux stratégies différentes ou si c'est juste un prétexte, le territoire. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai montré sur le côté en haut à droite du tableau, vous voyez, sur les spécialistes, je vous ai parlé d'Al-Qaïda et pas de l'État islamique. Vous avez remarqué, je vous ai parlé d'Al-Qaïda et pas de l'État islamique. Parce que l'État islamique, effectivement, avait en tout cas d'autres ambitions que Al-Qaïda. C'est-à-dire que l'État islamique avait pour véritable ambition de territorialiser son action. C'est-à-dire que si on regarde bref développement de l'État islamique, vous vous rendez compte que c'est typiquement un groupe qui s'inscrit dans la volonté de créer une enclave territoriale. C'est-à-dire que l'ancrage territorial est extrêmement puissant, et dans l'idéologie et dans les stratégies de l'État islamique. Il s'agit de s'asseoir, de se fabriquer un territoire à cheval entre la Syrie et l'Irak, voyez, et de développer sur ce territoire une administration propre. Battre monnaie, lever une armée, rendre la justice, etc. C'est-à-dire se doter de tous les attributs d'un État. Ça n'a pas empêché, évidemment, l'État islamique de mener des opérations à l'extérieur, notamment en France, les attentats du 13 novembre, qui sont là, pour le coup, une projection, vous voyez, de commando de l'État islamique. Mais on y reviendra la prochaine fois, puisque c'est des choses qu'on a travaillées très en détail. À l'exception des attentats du 13 novembre, où là on a vraiment une projection de gens sur le territoire européen, la plupart des autres attentats sont commis par des groupes auto-formés ici. C'est-à-dire qui ensuite reçoivent une sorte de label, si vous voulez, de l'État islamique, puisque l'État islamique endossait toutes les revendications possibles. L'État islamique a même endossé la revendication, a même revendiqué pour lui-même l'attaque d'un commissariat en Sibérie par des skinheads néo-nazis. Ils ont dit ouais, ça c'est nous. Alors, ouais, ils endossaient tout. Bon. Mais leur stratégie, vous avez tout à fait raison, était essentiellement, je dirais, eux, je les aurais placés du côté des milicias. Vous voyez, spontanément, on pourrait placer
S'il ne l'a pas fait parce que ça n'existait pas quand il a écrit le texte, mais vous, clairement, vous êtes là sur une volonté de territorialisation et une professionnalisation militaire importante, puisqu'ils ont des chars, ils avaient en tout cas un appareil militaire important. D'accord? Ça répond à votre question? Bien. D'autres questions? Non? Ça va? Bon. Alors, bon, j'ai essayé, vous voyez, de clarifier un petit peu, vous voyez, la question de la violence politique, parce que évidemment, c'est quelque chose de, non, vous voyez, très très complexe, toujours très très débattu, hein, vous voyez, dans cette question. Je vais m'intéresser maintenant à la question finalement de ces gens qui vont se battre à l'étranger. Vous allez voir que là aussi, on confond beaucoup de choses, donc je vais m'intéresser maintenant à la question de l'engagement de gens qui, à un moment donné, peuvent quitter leur territoire, leur terre, leurs amis, leur famille, pour aller se mettre en danger, finalement, hein, dans une guerre, c'est pas simple, sur des territoires étrangers, sur des territoires extérieurs, sans être payés pour le faire. C'est-à-dire en plus, sans être, vous voyez, pas des mercenaires, hein, sans être payés par le faire. Donc on va changer de sujet sans en changer, puisque vous allez voir que les deux choses peuvent être étroitement liées. Donc on va aller se promener un petit peu sur des territoires un peu plus lointains. Mais je vous propose d'abord de se prendre peut-être une dizaine de minutes de pause pour prendre un petit café, respirer, digérer un peu tout ça. Ça vous va? Bien. Je vous ménage, hein, vous voyez. Bon. Donc on se retrouve à 15 h, d'accord? À tout de suite.
Bon, on va peut-être reprendre. Attends encore 2 minutes, 3 minutes. J'avais une question préalable. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des idéologies qui sont plus susceptibles de violences politiques que d'autres? Notamment le fait religieux, vous êtes passé très rapidement, mais je pense quand même qu'il y a certaines idéologies qui sont plus favorables, je dirais. Alors, je vais vous répondre dans les minutes qui suivent. Donc, vous anticipez, c'est très bien, je vais vous parler effectivement de la question de l'idéologie. Donc, gardez la question, je ne la fuis pas, je vais y répondre longuement. D'accord. Merci. Je vous en prie. Bon, tout le monde est là, vous m'entendez? Ok. Bon. Alors, donc, je vous disais, on est toujours dans cette je pourrais dire, une sorte d'introduction à ces questions assez complexes finalement, de violence politique, d'engagement, de radicalité, etc. Et si je vais vous parler des questions d'engagement et notamment d'engagement à l'étranger, c'est qu'évidemment cette question a eu une actualité extrêmement importante, alors un peu moins en 2021, mais grosso modo, dans toute la première partie, vous voyez, des années 2010, entre 2010 et grosso modo 2017, cette question s'est posée avec une large acuité en raison du conflit en Irak et en Syrie. Hein, évidemment, vous vous souvenez, quelques milliers de jeunes Européens sont allés se battre en Syrie et en Irak. Donc, il y a eu une sorte d'engagement et d'engouement assez important, enfin assez important, numériquement très limité, mais en tout cas plus important que par le passé d'un certain nombre de jeunes pour aller se battre là-bas. Et évidemment, ça a suscité beaucoup de débats, beaucoup de rapports parlementaires, beaucoup de débats médiatiques. Et vous avez peut-être vu des résonances très récentes, puisque un certain nombre notamment de combattants et de combattantes français et françaises sont aujourd'hui dans des camps au nord, par exemple, de la Syrie, au Kurdistan et autres. Et il y a des débats importants sur savoir, faut-il les rapatrier en France ou pas. Bon, c'est peut-être des choses que vous n'avez pas, vous avez peut-être vu ça dans l'actualité très récente. Donc, cette question de l'engagement, et là encore, vous voyez, je reviens, il faudrait que je veux être absolument, que vous soyez très très clair dans ce que je vous dis. Vous voyez, je fais des sciences sociales, c'est-à-dire mon objectif, c'est d'essayer de comprendre. Voilà. Donc, et je vous disais, une manière de comprendre, disait Durkheim, c'est de comparer. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que ce que je compare, c'est la même chose. Je ne suis pas en train de vous dire les Brigades Rouges et Al-Qaïda, c'est pareil. Là, je vais vous parler de la guerre d'Espagne et de la Syrie, ce n'est pas la même chose. Mais, par contre, ce qui est tout à fait important pour nous, c'est de regarder s'il y a des mécanismes, s'il y a des invariants, est-ce qu'il y a des choses qui se passent de la même manière, est-ce qu'il y a des différences. Et c'est ça, faire des sciences sociales, c'est comparer en permanence. Donc, si je reviens à la question de l'engagement et que je fais un peu un parallèle un peu historique, on s'aperçoit qu'en réalité, l'engagement de gens dans des conflits étrangers, c'est relativement fréquent. Vous avez un auteur américain qui s'appelle David Malet, qui a travaillé là-dessus et qui se rend compte que dans les conflits qui ont eu lieu, grosso modo, à partir du début du 19e siècle, depuis le début du 19e siècle, vous repérez des combattants étrangers dans à peu près un conflit sur 5. C'est-à-dire que dans 20% des conflits qui ont eu lieu dans le monde depuis le début du 19e siècle, vous avez des combattants étrangers. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, ça peut aller de quelques centaines d'individus, à des dizaines de milliers. L'un des conflits qui a le plus mobilisé de combattants étrangers, c'est le conflit espagnol, évidemment, c'est la guerre civile espagnole. Mais vous avez aujourd'hui, en ce moment même, vous avez en Ukraine et dans le Donbass des volontaires européens qui se battent soit du côté des Ukrainiens, soit du côté des Russes. Vous en avez eu pendant la guerre civile au Liban. Enfin, bref, il y en a énormément. Les seuls conflits dans lesquels
bon, il y a assez peu de volontaires étrangers, généralement, c'est les conflits dits ethniques. Bon, par exemple, l'affrontement entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda, vous voyez, ce type de conflit, très peu de volontaires étrangers. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous voyez, c'est pas rien, ça veut dire évidemment que c'est quelque chose de fréquent. Avec évidemment, vous voyez, des figures célèbres, hein, Lord Byron qui part se battre aux côtés des Grecs, André Malraux qui part se battre aux côtés des brigades internationales. Bon, en réalité, vous verrez que c'est rarement les grands intellectuels qui vont se battre à l'étranger, mais j'y reviendrai dans un instant. Alors, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est ce que je vous disais en terminant juste avant la pause, c'est au fond, qu'est-ce qui pousse des individus, vous voyez, comme vous et moi, qui ont leur vie, leur famille, à prendre des risques extrêmement importants, physiques, hein, pour s'engager dans un conflit lointain, dont a priori, ils n'ont pas, ils partagent pas grand-chose. L'idée de partir se battre loin, dans un territoire lointain, c'est en tout cas quelque chose qui ne va pas de soi, qui ne va pas de soi. Alors, première piste pour expliquer que des gens fassent ça, fassent ce sacrifice, évidemment, c'est, et là ça va me permettre de répondre à la question, c'est l'idéologie. Je vous dis au fond, ce qui meut les gens, c'est l'idéologie. Et évidemment, on voit bien que l'idéologie, voilà, c'est... Alors qu'est-ce que c'est l'idéologie, d'abord? Définissons-le clairement. D'abord, donnons une petite définition un peu claire de l'idéologie. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie? L'idéologie, c'est d'abord les lunettes que vous chaussez pour lire le monde social. C'est-à-dire les lunettes à travers lesquelles vous voyez le monde social. Alors, pour parler comme Pierre Bourdieu, le dire un peu plus sociologiquement, je dirais, c'est les principes de vision et de division du monde social. Alors, je m'explique là-dessus. Principe de vision et de division du monde social. C'est comment divisez-vous le monde social? Le monde social est divisé entre riches et pauvres, entre travail et capital, entre croyants et mécréants, entre nationaux et étrangers. Vous voyez bien que selon le principe de division que vous adoptez, vous ne voyez pas le monde du tout de la même manière. Vous ne voyez pas les mêmes alliés, vous ne voyez pas les mêmes ennemis. C'est clair, vous voyez, c'est les principes de vision et de division, c'est comment est-ce que vous divisez le monde. Et alors, évidemment, vous voyez que l'idéologie, elle est étroitement associée à la production, d'un principe de vision et de division du monde social. Si je vous dis le monde est divisé entre travail et capital, vous vous rendez compte que, par exemple, ça a été ce qui a structuré le champ politique européen, au moins, pendant des décennies. Ce qu'on a appelé les partis travaillistes, le Labour Party en Grande-Bretagne. Les termes sont importants. Labour Party, le parti du travail. Le parti du travail versus les partis du capital. Quand en Suisse, vous avez des coalitions qui s'appellent le bloc bourgeois. Le bloc bourgeois. Ça dit ce que ça dit. Alors, il faut parfois revenir sur l'étymologie des mots. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, vous êtes clairement sur un principe de structuration du monde social, en l'occurrence le champ politique, c'est structuré sur cette division entre des partis qui représentaient le monde du travail, des partis qui représentaient le monde du capital. Bon. Évidemment, vous voyez bien que ces types de principes-là, aujourd'hui, bougent. Vous voyez que ces lignes-là qui ont été structurantes ne le sont plus tout autant. Une des grandes forces du Front National dans les décennies passées, ça a été précisément d'imposer progressivement un clivage nationaux-étranger. Le clivage national-étranger, aujourd'hui, est devenu un clivage extrêmement important dans les débats politiques et ailleurs. Bref, premier principe, vous m'arrêtez si ce n'est pas clair, hein, première idée, vous voyez, la question de l'idéologie, c'est d'abord donc ces lunettes, vous voyez, à travers lesquelles vous lisez le monde social. Ouais, ça, c'est le premier élément. Principe de vision et de division du monde social. Deuxième élément de l'idéologie qui est corrélé à celui-là, c'est que l'idéologie, ce sont également des chaînes de causalité entre les choses. Des chaînes qui relient les éléments entre eux en instaurant des causalités. S'il s'est passé cela, c'est la faute de cela qui est la faute à son tour de cela. Exemple, et on retrouvera ça dans la séance prochaine quand je vous parlerai de l'enquête qu'on a menée sur les jeunes djihadistes. Bon,
ça marche pas bien à l'école, tu as des problèmes à l'école. Si tu as des problèmes à l'école, c'est parce que tu es musulman et que les juifs et les croisés ne veulent pas que les musulmans aient des bons résultats à l'école. Chaîne de causalité. Je pourrais vous faire une autre chaîne de causalité. Pourquoi les enfants d'ouvriers ne marchent pas à l'école? Parce que ça ne marche pas à l'école parce que tu es ouvrier et parce que les patrons ne veulent pas que les ouvriers s'instruisent, etc. Enfin, les chaînes de causalité, vous pouvez en trouver des milliers. J'en fais là, évidemment, très volontairement et de manière pédagogique. Je le fais de manière caricaturale. C'est jamais aussi... c'est un peu plus subtil que ça, généralement, les chaînes de causalité. Mais vous comprenez l'idée. C'est à la fois, vous voyez, un principe de division du monde et en même temps, des éléments qui expliquent les liens des choses entre elles. D'accord? Bon, c'est ça l'idéologie. Alors, évidemment, on voit bien que si vous regardez les gens qui se sont engagés, vous avez évidemment des grandes idéologies qui sont porteuses de ces engagements à l'étranger. Vous avez des grandes idéologies qui sont porteuses à l'étranger, et avec une idée qui est tout à fait importante, c'est que ces grandes idéologies, vous voyez, elles séparent très souvent le monde en deux parties. Et les grands principes, je vous disais, ces principes de vision et division, c'est qu'au fond, c'est pas subtil dans les catégories. C'est nous contre eux. Et nous contre eux. Je vais citer Mourad Farès, qui est un combattant français qui était en Syrie, qui était un membre d'un... Il n'était pas membre de l'État islamique, il était membre je sais pas, bref, c'est pas grave. De Al-Nosra, je crois qu'il était Al-Nosra. Je le cite, il disait, en Syrie, il n'y a ni frontières ni nationalisme. Les musulmans forment une seule et même communauté. C'est la troisième et dernière guerre mondiale qui a commencé ici. Le monde entier contre l'islam. C'est extrêmement clair, vous voyez, dans la formulation de cette idéologie. Nous contre tous les autres. Mais, vous voyez ce que je suis en train de vous dire, si je prends d'autres exemples historiques, je vais vous en citer un. C'est une lettre laissée en 1944 par Henri Duval, qui est un militant qui va rejoindre les volontaires français contre le bolchevique, contre les bolcheviks, d'accord, la LVF. C'est un Français qui va s'engager dans une unité allemande qui va aller combattre contre les bolcheviks, d'accord. Je le cite, il écrit dans cette lettre, donc c'est une lettre d'archive, il dit « À Londres, on s'engage pour lutter au profit du capitalisme sauvage aux mains de la juiverie internationale. À Paris, on s'engage pour combattre le communisme et permettre l'avènement d'un ordre nouveau. Ne m'en veuillez pas, j'ai choisi, je m'engage dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. » Et là, de la même manière, vous voyez ce que je vous disais, ici, nous, les musulmans contre le reste du monde, là, c'est nous, vous voyez, ceux qui luttent contre le bolchevisme, la juiverie internationale, etc., ouais, c'est nous contre eux. Et je pourrais prendre, et je vais terminer pour vous montrer, alors attention, je ne suis pas en train de vous faire des équivalences entre les choses, je suis en train de vous montrer qu'il y a des mêmes principes. Je vais citer un militant du Parti communiste français, donc Simon Lagounas, qui rejoint les brigades internationales en décembre 1936, et qu'il dit, il dit voilà, il y a quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre, et que nous avons vécu et qui est très important. C'est l'antifascisme. Ça a été le ciment de l'époque. Dans l'antifascisme, il pouvait y avoir de différentes tendances, mais on était tous unis par la volonté de barrer la route au fascisme. C'est les antifascistes contre les fascistes. C'est très important. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est qu'au fond, l'idéologie, c'est la construction de ces grands principes finalement de division du monde et d'opposition. Nous contre eux. Ça, c'est extrêmement important. Et alors, vous posez la question tout à l'heure, évidemment, est-ce que toutes les idéologies peuvent construire du nous contre eux? Je vais dire à titre potentiel, oui. Les religions peuvent le faire. Les religions l'ont souvent fait, d'ailleurs, je dirais, au long de l'histoire, quelle qu'elle soit, nous contre eux. Les idéologies politiques l'ont souvent fait, nous contre eux, exactement. Bon. Alors, plus évidemment vous avez des cohérences, plus vous arrivez à le construire. Mais où est-ce qu'on trouve des cohérences? Dans l'islam, y aurait-il des cohérences? Il y a bien plus d'affrontements, je dirais, que de cohérences. Dans le bouddhisme, y aurait-il des cohérences? Peu importe. En réalité,
à titre potentiel, toute forme de vision du monde a la potentialité de se construire, évidemment, en désignant ses amis et ses ennemis. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Toutes les formes d'idéologie, y compris modernes, nouvelles, vous voyez, j'en sais rien, l'animalisme ou des choses comme ça, peuvent aussi se construire, vous voyez, en divisant le monde entre amis et ennemis. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Je vais revenir ensuite au passage à la violence armée. Donc, ce qui est singulier dans ce que je vous explique, vous voyez, c'est qu'on est dans des grandes catégories de pensée, nous contre eux, et ces catégories, elles doivent précisément, pour fonctionner, pour mobiliser, rester très générales. C'est cohérent, pour mobiliser. Elles doivent rester très générales. Vous l'avez compris, fascisme, antifascisme, communisme, anticommunisme, croyants, mécréants, etc. Parce que, évidemment, si vous commencez à rentrer dans le détail, ça devient compliqué. On sait rien. Ah oui, mais moi je suis antifasciste, mes tendances, machin chose, là vous commencez à nager, vous voyez, vous ne pouvez plus, ça ne marche pas. Il faut rester dans des catégories extrêmement générales. Si je prends l'exemple du conflit en Bosnie-Herzégovine, en Bosnie-Herzégovine, effectivement, qu'est-ce qui a attiré des combattants européens pour lutter aux côtés des Bosniaques? C'était l'idée que le conflit a été cadré en disant en Bosnie, les musulmans sont agressés par les Serbes. Si vous rentrez dans les détails du conflit en Bosnie-Herzégovine, je dirais même les spécialistes de la zone s'y perdent, parce que c'est extrêmement complexe, c'est lié, il y a des histoires territoriaux, des histoires de clans, toute une série d'histoires. C'est pas avec ça que vous fabriquez de la mobilisation étendue. Par contre, si vous dites ici, les musulmans sont massacrés, vous pouvez créer, vous voyez, de l'adhésion extérieure. Les gens qui ne sont pas intimement liés à cette histoire peuvent se sentir mobilisés. D'où d'ailleurs, vous voyez, le fait que je vous disais tout à l'heure, dans ce que repérait David Mallet, que dans les conflits dits ethniques, on a peu de combattants étrangers. C'est que vous voyez, quand c'est des histoires de tribus, etc., c'est très compliqué de s'identifier à cela de l'extérieur. Si vous n'êtes pas partie, faites pas partie de cette histoire, ouais, alors que, vous voyez, le communisme, l'antifascisme, les croyants, ça, c'est des communautés beaucoup plus incluantes, beaucoup plus larges, vous voyez, auxquelles vous pouvez vous repérer de manière beaucoup plus facile. Ça va? Bien. Deuxième élément qui va avec ça, c'est qu'on va voir plusieurs formes de... on peut dire que cette mobilisation idéologique, elle peut prendre deux formes. Défensive, et on va dire, et plus offensive. Une fausse opposition, mais je reviens dans un instant. Défensive d'abord, où on est compte que très souvent les mobilisations de combattants étrangers se font sur le mode de la défense de quelque chose en danger. Ici, on tue. Je vous laisse cocher la case similaire. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, il y a quelque chose qui est en danger et qu'il est de votre devoir de le défendre. Alors, je vais citer encore quelques exemples pour vous faire voir un petit peu. Je prends un exemple sur la guerre d'Espagne. Donc, c'est un militant communiste d'Ivry qui raconte son départ. Il dit « Ma principale motivation, assez vague, du fait que je n'étais pas un militant averti et que je ne définissais pas très bien le pourquoi. Ce que je définissais bien, en revanche, c'est qu'il y avait des ouvriers. J'étais un ouvrier, j'étais un exploité, ça j'en étais convaincu. Et qu'il y en avait d'autres qui étaient en train de se faire massacrer. Et que ce n'était pas normal qu'on ne les aide pas. Je l'ai fait un peu par instinct. Un instinct de classe, en quelque sorte. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Là, vous voyez, c'est qu'au fond, vous réagissez en disant, au fond, mes semblables sont en train de se faire massacrer. Et donc, est-ce que je peux rester les bras croisés? C'est quelque chose d'important. Je vais citer une jeune femme qui envoie sa lettre à cette mère avant de partir en Syrie. Elle disait « J'ai besoin de venir en aide du mieux que je peux à nos frères et nos sœurs. Ils n'ont pas à subir tout cela pendant que nous, on regarde et qu'on ne fait rien pour que les choses changent. » Vous voyez, de la même manière, vous voyez, il y a une identification. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, vous voyez, parce que c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans les lettres qu'ils peuvent laisser, dans les témoignages qu'ils peuvent faire, vous voyez, cette idée qu'il y a une identité globale menacée.
C'est pour ça que je vous ai parlé de mobilisation défensive. Il y a une identité globale menacée, alors généralement menacée par des forces qui sont supérieures en nombre, une coalition, bon. Et donc, il est de votre devoir d'agir. Voilà. Ça, c'est ce que j'appellerais la mobilisation défensive. Elle se couple parfois, souvent chez les plus politisés, on est généralement affaire à des gens plus politisés, par l'attrait de participer à la construction d'une utopie. C'est l'idée que ce qui se joue dans un conflit étranger, ça peut être pas seulement une mobilisation défensive, mais ça peut être aussi la construction d'un projet idéologique. Ça peut être la construction d'un projet idéologique. Alors, attention, quand je dis d'une utopie, que les choses soient claires entre nous. Pour moi, les jeunes sur lesquels on a enquêté, pour eux, l'État islamique peut être une utopie. Ils le perçoivent, ils se disent ça va être un État dans lequel on va appliquer la charia, ça va être super. Non, pour moi, c'est une dystopie. Pour moi, c'est un cauchemar, évidemment. Mais pour eux, ils le vivent sur le mode utopique. Bon. Ne me faites pas dire, parce que je ne dis pas que pour moi, l'État islamique est une utopie. Mais ils le vivent de cette manière-là. Je vais citer des militants suisses qui sont allés s'engager aux côtés de la révolution nicaraguayenne. En 1979, vous avez une révolution au Nicaragua menée par les sandinistes. Et je vais citer l'un d'entre eux. Il disait, voilà, dans notre société fliquée, bétonnée, nucléarisée, coincée dans notre individualisme étriqué, il nous est parfois bien difficile de maintenir au soleil la fleur vacillante de l'espoir. Pour la première fois, il y avait la possibilité concrète de se rendre sur place pour être au contact d'un peuple qui faisait une révolution. Imaginez, vous êtes en Suisse, vous êtes un militant suisse, effectivement, vous voyez, à la fin des années 70, bon, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, quoi. Il ne se passe pas grand-chose. Et là, soudainement, voyez, vous avez au Nicaragua une révolution, et là, vous vous dites, ah, mais je pourrais y aller. Et vous ne le savez pas, mais vous voyez, vous ne regrettez pas d'être venu cet après-midi. Il y a plus de 400 Suisses qui se sont engagés aux côtés de la révolution nicaraguayenne. Et la probabilité de faire le côté et de passer de la Suisse au Nicaragua est quand même faible. Donc ils se sont engagés, certains comme infirmiers ou infirmières, d'autres dans la logistique, etc. Bon, mais vous voyez, cette idée de voilà, là il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et je peux y être, je peux en être. Bon. Et on va retrouver effectivement, alors ça, sur la Syrie, ça va être extrêmement clair, vous verrez la prochaine fois, dans le discours de toute une série de jeunes, l'idée de « c'est là-bas que ça se passe ». Là-bas, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vais en citer un. Il dit « c'est une période historique et je veux en faire partie ». On sait que le Mahdi c'est le sauveur, va sortir là-bas et je veux y être. Cette idée de « je veux y être parce que c'est là-bas que c'est en train de se passer », c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière, vous voyez, extrêmement importante. Et cette idée, vous voyez, de la construction, de l'idée qu'on va construire quelque chose de concret. Je ne vous ai pas parlé de la guerre d'Espagne, mais en guerre d'Espagne, vous voyez, il n'y a pas juste des gens qui allaient défendre la République, il y a eu tout un tas de gens qui ont pensé aussi, posé un projet politique alternatif, vous voyez, qu'il s'agisse de communes, qu'il s'agisse de transformation de la propriété de la terre, qu'il s'agisse de la transformation des formes collectives d'organisation, etc. Bon, bref. Et il y a toujours une dimension défensive qui est majoritaire, je dirais, dans l'engagement étranger, mais également une dimension, vous voyez, plus utopique, c'est-à-dire de la construction d'un projet. Ça va? Oui? Bien. Alors, évidemment, dans ce processus idéologique, très souvent, il y a des organisations qui jouent le rôle. Et quand je vous parlais tout à l'heure de principe de vision et de division du monde, ça ne se fait pas tout seul. La question du principe de vision et de division du monde, il ne tombe pas des nues. Ce principe de vision et de division du monde, il est très largement fabriqué par des organisations. Ce sont des organisations. Le rôle d'ailleurs d'une organisation politique, c'est d'abord ça, de fabriquer un principe de vision et de division du monde. C'est son rôle. Bon. Donc, évidemment, dans tout ce que je vous décris, évidemment, des organisations politiques vont jouer ce rôle de fabrication de ces principes de vision et de division du monde, mais ils vont parfois aller jouer sur des... Ils vont parfois jouer un rôle plus important, puisqu'ils vont fournir des
moyens pour aller sur place, ils vont ils vont organiser des trains, organiser des parcours, ils vont donner de l'argent, bref, très souvent, cette aide, elle est matérielle. Bon. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est très important, je vous ai parlé de l'idéologie tout à l'heure. Je vous ai dit, voilà, l'idéologie, ce que c'est. Mais en réalité, l'idéologie, si c'est un préalable nécessaire à l'action, ça ne l'explique pas. C'est pas parce que vous voyez le monde comme divisé entre musulmans et non-musulmans que vous allez partir en Syrie. Et heureusement, parce que sinon il y aurait pas eu quelques milliers de volontaires, il y aurait eu des dizaines de milliers de volontaires. Si vous voyez que vous êtes antifasciste, il n'y aurait pas eu 80 000 volontaires étrangers en Espagne, il y en aurait eu des millions. Donc, vous voyez, la question, ce n'est pas parce que vous avez ce principe de vision et de division du monde que c'est suffisant pour expliquer l'engagement. L'idéologie, elle est importante, évidemment. Mais l'idéologie n'explique pas l'action. C'est un cadre nécessaire de l'action, et ça n'explique pas l'action. Alors, je le regrette, hein, je suis universitaire, j'écris des livres. S'il suffisait que les gens lisent mes livres pour faire des choses, vous imaginez le pouvoir que j'aurais. J'aurais un pouvoir exorbitant. Ben non, c'est pas parce que vous lisez un livre, ou que vous voyez une vidéo, ou que vous voyez un film, que ça suffit à vous faire agir. Je vous le dis, c'est extrêmement important parce qu'on voit parfois dans les débats actuels sur toutes les questions notamment de terrorisme et autres, ils ont vu des vidéos, donc ils ont agi. Ah non, s'il suffisait de voir une vidéo pour agir, on serait bien embêté, fort heureusement. Faites très attention, vous voyez, on fait souvent un saut un peu rapide, vous voyez, entre l'idéologie et l'action. L'idéologie, c'est un cadre pour l'action. L'idéologie, c'est un cadre pour l'action, mais ce n'est qu'un cadre pour l'action. Ce n'est qu'un cadre pour l'action. Ça va? C'est clair cette idée? Je vous le dis parce que voilà, j'ai en tête, par exemple, je me souviens d'une déclaration de celui qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, qui était Bernard Cazeneuve, et qui disait vous êtes là devant votre ordinateur, et là tout d'un coup, le virus, vous voyez, du terrorisme vous saute dessus. Vous avez vu des vidéos, ouais, vous avez l'impression, waouh, faites attention, hein, vous êtes devant votre ordinateur, parce que ça se trouve, le virus Bonelli va vous sauter dessus et vous allez lire mes livres. Ça va être terrible. Bon, vous voyez, donc, il faut faire attention. C'est bien, parce qu'on apprendrait on saurait tout ce que vous avez dans votre tête. Ben voilà. Et vice-versa. Et vice-versa. Bon, donc vous voyez, l'idée, la question de l'idéologie, elle est vraiment extrêmement importante, mais voilà, elle est nécessaire, mais non suffisante, effectivement. Et alors, je reviendrai la semaine prochaine sur le rôle de ces intermédiaires. Comment, à un moment donné, vous avez des intermédiaires qui vont aider à cet engagement. C'est une chose sur laquelle je reviendrai en détail, donc je vais juste passer doucement là-dessus. Mais ce qui est très important, c'est donc vous vous rendez compte que, en fait, voilà, le départ, il se fait de deux manières. C'est qu'à la fois, il est encouragé par des organisations, dans certains cas. Hein, alors, c'est ce que certains sociologues appellent l'émulation verticale. Hein. Bon, le Parti communiste français a joué un rôle dans l'envoi de combattants en Espagne, par exemple. Ils ont affrété les trains, ils ont organisé des meetings, bon, ils ont fait ce genre de choses. Mais vous avez d'autres éléments. Hein. La CIA américaine a joué un rôle très important dans les mosquées américaines lors du conflit afghan. Quand les soviétiques ont envahi l'Afghanistan, la CIA a aidé à envoyer des combattants étrangers, etc. Bon, il y a toute une série d'organisations qui vont jouer un rôle. Mais il y a un autre élément qui est tout à fait important, c'est que grosso modo, vous avez aussi ce qu'on appelle, ce que d'autres sociologues appellent l'émulation horizontale, c'est-à-dire c'est en fait l'émulation entre pairs. P-A-I-R-S, c'est-à-dire que très souvent, vous voyez, en réalité, l'engagement, et c'est vrai aussi pour la question de la violence politique, il est rarement individuel. En réalité, il est très fréquemment collectif. On s'engage très facilement avec des gens dont on est proche, des amis de quartier, des amis d'enfance, des copains de travail, des camarades de cellule. Bref, très souvent, c'est cela. Je vais citer un jeune ouvrier Pierre Andrieux, donc qui assistait à une réunion sur l'Espagne, hein, sur la question de l'Espagne. Il dit quand l'orateur termina son allocution,
il demanda qui était prêt à partir. J'étais avec mon ami Georges Vallée et nous militions dans la même cellule. Il a levé la main immédiatement. Quand je l'ai vu, je me suis dit, après tout. Et j'ai levé la main aussi. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, vous vous souvenez, vous avez peut-être entendu parler dans l'actualité de Lunel. Lunel, dans le sud de la France, une ville qui a envoyé donc en Syrie une trentaine de jeunes. Bon. Lunel, c'est typiquement un exemple d'émulation horizontale. C'est des copains, vous voyez, qui sont ensemble dans la même petite ville, qui à un moment donné vont partir. Certains partent d'abord, et puis les autres vont les rejoindre. Dans les jeunes sur lesquels on a travaillé, il y en a quelques-uns. Les magistrats qui ont jugé ce cas ont appelé ça le procès de la cage d'escalier. Le procès de la cage d'escalier parce qu'en réalité, vous aviez 8 jeunes qui habitaient dans la même cage d'escalier, qui étaient à l'école ensemble, etc. Donc c'est extrêmement fréquent, vous voyez, cette émulation horizontale, c'est-à-dire on part évidemment avec des gens finalement dont on est proche, et ça c'est extrêmement important, c'est extrêmement fréquent. Alors, je vous ai dit, l'idéologie c'est important, c'est pas suffisant. Bon, je vous ai dit, bon, souvent c'est pas individuel, c'est collectif, d'accord. Mais en même temps, on se rend compte que est-ce que tout le monde part? Est-ce que tout le monde part? Et là, il faut s'intéresser un peu à ce qu'il y a finalement, il y a des conditions qui sont des conditions qui faciliteraient, on pourrait dire, le départ par rapport à d'autres. Est-ce que certains finalement ont une espèce de prédisposition par rapport à d'autres pour partir? Voyons, c'est très compliqué. Hein, c'est très compliqué à travailler, mais il y a quand même des auteurs qui ont bossé. Alors, notamment, il y a un historien français qui a travaillé sur les volontaires qui sont partis en Espagne. Il a pu avoir accès à leurs fiches, puisqu'ils remplissaient une fiche. On a retrouvé en Irak et en Syrie des fiches de volontaires étrangers qui étaient partis, puisque l'organisation État islamique d'un côté et des organisations irakiennes de l'autre tenaient à jour des fichiers des gens qui les avaient rejoints. Donc, lors des combats, c'est tombé entre les mains des militaires et on a pu y avoir accès. Bref, donc on a pu un peu travailler là-dessus. Alors, grosso modo, il y a quelques éléments qui ressortent assez nettement un peu partout. C'est d'abord la jeunesse. C'est d'abord la jeunesse, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la plupart des gens qui s'engagent sont jeunes. C'est-à-dire que très souvent, ils sont, vous voyez, grosso modo, au moins de 30 ans. Grosso modo, l'immense majorité des gens qui s'engagent ont moins de 30 ans. Vous voyez, je regarde ça, oui, c'est ça. On a vraiment l'essentiel, c'est des gens qui ont moins de 30 ans. Alors, socialement, qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est plus hétérogène. C'est plus hétérogène. Socialement, on voit souvent des ouvriers, c'est souvent le cas, ou des gens avec peu de qualifications, c'est clair, mais il n'y a pas que ça. Il y a très souvent des étudiants. Les étudiants s'engagent beaucoup. Je vais revenir dans un instant sur pourquoi. Et en réalité, ces différentes statistiques qu'on peut faire à partir, vous voyez, de cas très très différents permettent de mettre en évidence ce que les sociologues ont appelé la disponibilité biographique. C'est un concept intéressant, vous allez voir, qui est assez simple. C'est qu'au fond, c'est quoi la disponibilité? Il faut une disponibilité biographique à l'engagement. Disponibilité biographique à l'engagement, c'est-à-dire très souvent, on se rend compte que les gens qui partent, c'est souvent des gens qui sont détachés de toute une série de contraintes familiales, professionnelles et autres. Pourquoi c'est plus facile de partir quand on est jeune? C'est aussi plus facile généralement parce que vous n'avez pas d'enfants, par exemple, vous n'avez pas nécessairement un travail stable, dans ce genre de choses. C'est extrêmement important. Ouais. Je le dis trivialement, c'est que rien ne vous retient. Dans une large mesure, c'est plus compliqué, vous voyez, de partir avec femme et enfants. Il y en a qui le font, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vous avez un bon boulot, c'est compliqué de le lâcher, alors que bon, si vous êtes précaire, que vous enchaînez les petits boulots, c'est sans doute moins difficile. Bon.
Je vous donne un exemple que je trouve assez savoureux, précisément chez Kulelski, cet historien des brigades internationales. Il a fait vraiment un travail très fin, et il se rend compte qu'il y a un endroit, bon, il se rend compte que grosso modo, être ouvrier, précaire, communiste, c'est un bon prédicteur du fait que vous allez partir en Espagne. Bon. Et il se rend compte qu'il y a un groupe dans lequel il y a beaucoup de communistes, qui est très fortement communiste, fortement syndiqué à la CGT, et dans lequel il n'y a personne qui part. C'est qui? C'est les fonctionnaires. Les petits fonctionnaires, vous vous rendez compte qu'il n'y en a pratiquement aucun en Syrie. Non, en Espagne. Et c'est très intéressant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est des gens, vous voyez, que la stabilité de l'emploi, sous cet aspect, semble fabriquer un frein, vous voyez, au départ. À la différence des ouvriers précaires, vous voyez, qui, eux, partent beaucoup plus facilement. Alors, ça, c'est, vous voyez, cette disponibilité biographique, elle est donc liée, vous voyez, à la fois à l'entrée dans la vie, si je puis dire, vous voyez, donc évidemment, pas d'engagement, ni matrimonial, ni d'enfants, ni de salaire fixe. Mais on le retrouve aussi, et c'est tout à fait intéressant, dans des trajectoires plus tardives, chez des gens qui ont eu des ruptures, des divorces, des deuils, des pertes d'emploi, ce genre de choses. C'est-à-dire que très souvent, on va se rendre compte, vous voyez, que à un moment donné, des accidents biographiques, si vous voulez, des accidents plus tardifs dans la trajectoire, peuvent être aussi des moments dans lesquels des gens vont dire, bah, finalement, puisque là encore, vous voyez, plus rien ne me retient, bah, finalement, je peux m'engager. Fabien Carrier, avec qui j'ai fait l'enquête que je vous présenterai la prochaine fois, travaille aujourd'hui sur les familles de retour de Syrie, hein, et il se rend compte là-dedans, en faisant les trajectoires de parents, donc de gens qui sont plus âgés que ceux qu'on a étudiés, vous voyez, qui ont une quarantaine d'années, c'est pas du tout fréquent. Vous avez des gens qui avaient une petite boîte, une petite entreprise, qui ont fait faillite, vous voyez, qui ont zoné un petit peu, qui ont essayé de remonter quelque chose, ça n'a pas marché, et qui à un moment donné partent en disant, bah, là-bas je referai quelque chose. Alors, donc, vous voyez, cette idée de la disponibilité biographique, elle est évidemment importante, hein, parce que bah, ça vous permet, vous voyez, rien ne vous retient, ça permet plus facilement. Et attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire parce qu'il y a disponibilité biographique, vous partez, mais c'est une condition qui facilite les choses. Alors, évidemment, qu'est-ce que les gens vont chercher? Ben, évidemment, vous voyez que partir aussi, c'est trouver une revalorisation. Et très souvent, bah, je vous le disais, vous êtes dans une situation ici qui n'est pas terrible, vous dites, bah, vous partez et vous aspirez généralement à retrouver quelque chose qui va être bien plus valorisant symboliquement. Hein, vous voyez, l'idée que c'est là-bas que ça se passe, hein, je vous le disais, mais généralement, vous allez aussi pouvoir recevoir toute une série de choses qui vous réinventer, vous voyez, effacer l'ardoise. On retrouve ça, je vous en parlerai la prochaine fois, en Syrie, vous voyez, avec des petits délinquants. Hein. J'étais petit délinquant, j'ai galéré, etc. Bon, mais là, j'efface tout, je renais, je suis un combattant. Je change même de nom, puisque pour les combattants, et vous avez une renaissance que vous retrouvez, y compris jusque dans le nom. Voilà, tout ça, c'est absolument fabuleux. Et d'ailleurs, vous voyez, on pose avec des photos martiales pour montrer cette renaissance, vous voyez. Bon, ça, c'est la théorie. La théorie, et c'est ce que beaucoup de gens quand ils partent. Or, je ne pourrais pas être complet sur ce que je vous raconte sur l'engagement sans regarder ce qui se passe sur place. Et vous allez voir que, hélas, pour les combattants étrangers, le conte et l'histoire qu'ils se racontent sur le départ est généralement loin de correspondre à la réalité de ce qu'il se passe. Alors effectivement, généralement, les gens font des voyages un peu rocambolesques pour accéder à des terrains. Vous voyez, je vous ai parlé de l'Espagne, mais imaginez vous rendre en Syrie, vous traversez l'Europe en voiture, en bus, en bateau. Enfin bon, c'est généralement assez rocambolesque. Vous avez des passeurs, vous avez toute une série de choses. Et vous voyez, on aurait tort de penser que, vous voyez, que les guerres, c'est des choses très bien organisées, on va dire. Vous voyez, à lire un peu la presse sur la Syrie, vous aviez l'impression que quelqu'un arrive à la frontière et puis là, il rejoignait l'État islamique, le Front al-Nosra, les Faucons du Cham, etc. Vous voyez, un peu comme c'est la frontière, vous avez un petit kiosque, vous voyez, avec exemple, bon, bonjour, nous c'est l'État islamique, ah bonjour, nous c'est les Faucons du Cham, ah bonjour, ah vous êtes du voyage, machin. Non,
Évidemment, vous vous doutez bien que vous arrivez, vous passez la frontière et vous tombez sur une zone de guerre. Voilà, une zone de guerre, ça bouge, un jour c'est un groupe qui contrôle ce territoire et un autre jour c'est un autre groupe. Bon, c'est évidemment extrêmement mouvant. Mais ce que je vous raconte sur la Syrie est tout à fait vrai sur l'Espagne. Vous avez des combattants communistes qui sont arrivés, ils se sont retrouvés dans des colonnes anarchistes. Oui, parce que tout simplement, c'est les bons staliniens, vous voyez, ils arrivent, et bam, là, ils ont des drapeaux noirs partout, parce que dans la zone où ils sont arrivés, c'est évidemment une colonne anarchiste qui était là, voilà, bon, et donc tout ça, évidemment, c'est évidemment ce qui va se passer. Alors, évidemment, donc ça c'est le premier exemple, donc c'est un chaos, et puis on aurait tort aussi de penser, vous voyez, que les lignes de structuration des conflits sont très claires. Des collègues qui ont fait un très beau livre sur la guerre civile en Syrie actuellement, ça s'appelle l'anatomie d'une guerre civile. Bon, vous avez 600 groupes de combat en Syrie. Au plus fort du conflit, vous aviez 600 groupes de combat. 600 groupes de combat, c'est colossal. Ça veut dire que certains font alliance ou allégeance à l'État islamique à un moment donné, et puis 10 jours plus tard, ils changent d'allégeance parce qu'à un moment donné, il y a un autre groupe qui leur a fourni des armes. Enfin bref, tout ça est vraiment extrêmement complexe. Vous voyez, c'est vraiment, vous voyez, la cartographie, c'est vraiment pas des grandes lignes faciles à définir. Hein, vous voyez, bon, avec 600 groupes de combat, 600 katibas, c'est vraiment extrêmement important. Bon. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est très simplement, donc, généralement, donc vous avez vos combattants étrangers, ils arrivent sur la zone de conflit, et là, il y a un premier choc, c'est qu'on pense spontanément, disons que vous êtes un groupe de combat, vous dites, super, je suis très content d'avoir des volontaires étrangers qui vont me rejoindre. En fait, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Parce qu'on se rend compte que très souvent, les groupes de combat n'ont pas envie de recevoir des gens qui n'ont pas de compétences militaires, par exemple. Parce que vous recevez des gens qui ne savent pas se battre, en fait, ça vous met en danger. Bêtement. Vous voyez, on a tendance à penser que ouais, c'est super, mais non, en fait, c'est pas nécessairement super. Si vous êtes au combat, il vaut mieux avoir des gens qui savent se battre. Ça a été à tel point, alors que ça a été à tel point, si vous voulez, par exemple, que beaucoup de jeunes Français qui ont rejoint des groupes de combat en Syrie, tout simplement, on leur a fait acheter leurs armes. C'est-à-dire qu'on leur a même pas donné d'armes. On leur a dit, vous voulez une Kalachnikov, c'est 1 500 €. Vous voulez des balles, c'est 1 € la balle. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, un groupe de combat, ces armes, elles ne sont pas illimitées. Vous êtes un groupe de combat dans une guerre. Il n'y a que dans les films que les armes, c'est illimité. En vrai, vous avez un nombre compté d'armes, un nombre compté de munitions, et donner des armes et des munitions à des gens qui ne savent pas s'en servir, c'est, pour un groupe de combat, c'est quelque chose qui est évidemment coûteux. Donc, par exemple, dans ce cas précis, OK, vous en voulez, vous les payez. Ce genre de choses. Et je vais citer André Marty. André Marty, c'était le coordinateur pour les brigades internationales en Espagne. Il envoie une lettre au responsable du Parti communiste français en 1936. Il dit « Le détachement de 515 hommes que nous avons reçu ce matin est encore plus mauvais que le précédent. 42% n'ont jamais fait le service militaire. Il y a des malades et des réformés de l'armée pour blessure. » Marty, il scandalisait, il dit « Vous m'envoyez des tocards. Moi, je n'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de combattants. Mes ressources sont limitées, j'ai besoin de combattants. » Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'on oublie. Et Marty, il continue en disant, il dit non, ce qu'on veut, il dit, à notre avis, les seuls qui n'ont pas fait le service militaire, qui peuvent être envoyés, doivent être des spécialistes, des mécaniciens, des ingénieurs, des aviateurs. Et, au fond, vous voyez, ce que veulent les groupes de combat, c'est souvent, tout simplement, ils veulent des spécialistes, des gens sur lesquels on peut compter. Alors, ça, vous ne le dites pas à vos amis, mais je vais vous montrer une chose. Là, je vais vous montrer une publication de l'État islamique. D'accord, donc, je vais la partager. Donc ça, vous ne le dites pas, hein, c'est un silence. Hop là, voilà, hop là. Vous y voyez? Oui, vous voyez? On voit. Ah si. Vous voyez. Bon. Alors, regardez ce qu'il y a sur la droite. Vous voyez, qui est tout à fait intéressant. Donc, la hijra, c'est l'émigration. Regardez, ici, ce que vous avez, un appel à tous les musulmans. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? De docteurs, d'ingénieurs, de spécialistes de la religion. Vous voyez, ils ne veulent pas des tocards. Ils veulent tout simplement des gens qui sont des spécialistes.
J'en profite juste pour vous faire j'en profite une seconde pour vous montrer sur la gauche de l'écran, quand je vous parlais, vous voyez tout à l'heure, de la structuration de l'idéologie en 2 camps. Vous voyez, c'est très simple, vous voyez ce que vous avez à la gauche de l'écran. Le monde est divisé maintenant en 2 camps. D'un côté, le camp de l'islam, de la foi, de l'autre, le camp des mécréants et de l'hypocrisie, le camp des musulmans et des moudjahidines partout, et le camp des juifs, des croisés et de leurs alliés, etc. etc. Et sur la question de l'idéologie, c'est vraiment, vous voyez, la dimension que vous avez de cette idéologie. Vous avez, la division. Bon, j'en profite. Ne dites pas ça, parce que la DGSI va venir chez vous, tout ça, ça va pas être bien. Donc, mais je vous le montre parce que vous voyez, y compris dans les propres publications, vous voyez, de ce type d'organisation, ils ne veulent pas n'importe qui sur ce territoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, précisément, je vous disais à l'instant, vous avez vos combattants, qui arrivent sur un territoire, qui arrivent donc sur ce territoire donné, qui, généralement, ne parlent pas la langue. C'est un point extrêmement important. Vous arrivez pour vous battre sur un pays étranger, vous ne parlez pas nécessairement la langue du pays. Bon. Donc, généralement, ça pose toute une série. Alors, vous voyez que je vous parlais tout à l'heure de problèmes militaires. Hein, ce n'est pas des bons soldats. Et en plus, ils ne parlent même pas la langue. Vous voyez, vous vous coordonnez avec des gens qui ne parlent pas votre langue. Enfin, c'est vraiment compliqué. Donc, généralement, on va les regrouper par des brigades de langue. Donc, on va mettre ensemble les gens qui parlent la même langue. C'était vrai en Espagne, c'était vrai en Syrie, où il y avait des brigades francophones, bon, etc. Mais il y a plus grave que la question de la langue. C'est que généralement, nos jeunes recrues, là, nos jeunes engagés, ne connaissent pas du tout la situation locale. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une connaissance très vague de ce qui est en train de se passer sur place. Le motif de leur engagement étant l'idéologie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au fond, ils sont chargés d'idéologie. Hein. Ils viennent là, vous voyez, pour défendre la communauté, etc. Mais localement, on n'est pas là-dessus, généralement. Les katibas dont je vous ai parlé, quelle est leur composition sociale, sociologique? Généralement, c'est les gens d'un village qui se regroupent entre eux pour défendre la zone, vous voyez, ou la zone d'une petite région qui se regroupe pour défendre cette zone-là. C'est ça la fabrication. Ce qui n'a rien je dirais, de surprenant, ni pour l'Espagne, ni pour la Syrie. Hein. En France, les réseaux résistants qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était des regroupements locaux. Dans un coin, ils étaient plutôt FTP parce que la majorité d'entre eux étaient communistes, ce qui n'empêchait pas qu'il y avait des gaullistes au milieu d'eux, et dans d'autres endroits où c'était plus la majorité gaulliste, c'était des FFI. Bon, mais en réalité, la composition du truc, c'était lié à la question locale, évidemment. Hein, c'est comme ça que ça se fabrique. Bon. Donc, on a nos gars qui arrivent chargés d'idéologie, fantastique, etc. Et ils se retrouvent dans une situation locale qu'ils méconnaissent complètement. Bon. Mais il y a un très bel exemple, je vous parlais tout à l'heure de Byron et de la guerre civile grecque. Vous avez, il y a des jeunes Français, vous voyez, nourris d'études helléniques, vous voyez, qui avaient fait des études à la Sorbonne sur le grec, Athènes, machin, qui s'engageaient, vous voyez, pour défendre Athènes dans la guerre civile grecque, la guerre contre les Turcs, pardon. Et ils se retrouvaient dans quoi? Ils se retrouvaient dans une situation de guerre atroce. Vous voyez, on parlait assez peu, il faut bien le dire, de Socrate, vous voyez, et du sophisme. Vous voyez, et ces gens mourraient sans comprendre ce qu'ils foutaient dans ce bourbier. Oui, Daniel. Oui, est-ce que, vous employez le mot idéologie, bien évidemment que c'est le bon mot, mais est-ce que il n'y a pas aussi une idée romantique? Parce que dans tout ce que vous dites là, je pense beaucoup, ce que je connais un peu mieux, la guerre d'Espagne. Quand on pense à tous ces gens qui sont partis en Espagne parce que c'était... et c'est ça le paradoxe, c'est qu'il y avait les nationalistes et les républicains. Les nationalistes, quand on dit on défend notre nation, je sais qu'on a Le Pen maintenant, mais bon, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal parce que la nation, on défend la nation. Or, la nation, ceux qui se réclamaient de la nation étaient les fascistes. Il y a toujours... Bon, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est
c'est très romantique de partir faire le djihad en parlant pas la langue. Et là, je vois dans votre petite publication, enfin, pas la publication, mais ce que vous nous avez montré comme doc, eh bien, c'est écrit en anglais. Si moi, je ne sais pas parler l'anglais, eh bien, je ne suis pas capable de lire ce document. Tout à fait. Et imaginez qu'il soit écrit en arabe. Ce serait pire. Oui. Pourquoi Donc, pire? Non, enfin, pire, parce que ça serait encore moins accessible. Ça ne serait pas pire, ça serait encore moins accessible, vous voyez, bien sûr, à tout un tas de jeunes Européens, c'est ce que je veux dire. Oui. L'anglais, c'est rock'n'roll, oui, on sait bien. Un peu, on peut trouver une traduction. Mais vous avez raison, c'est que quand je dis il y a de l'idéologie, effectivement, il y a une dimension romantique chez beaucoup de gens, et d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a une dimension romantique déçue. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que dans cet engagement extrêmement fort, je vous disais, c'est pour ça qu'on pourrait dire romantique, mais je disais idéologique, c'est que ce que décrivent ensuite les combattants sur place, ils disent, c'est qu'on a ces jeunes qui arrivent chargés, vous voyez, c'est des piles, vous voyez, d'idéologie, d'utopie, etc. Je vais citer encore une fois Marty, il a cette phrase que je trouve très, très savoureuse. Il dit « La maladie générale des volontaires à leur arrivée en Espagne, disait-il, était le sectarisme, l'incompréhension de la politique du Front populaire, le peu d'études de la situation en Espagne. Français, Polonais, Italiens, avec comme mot d'ordre, pendant 3 mois, les soviets partout. » Ouais, vous arrivez, vous voyez, de Pologne, d'Italie, de France, vous dites « Ah, nous, on va faire des soviets, c'est cool. » Non, en réalité, l'Espagne, c'est pas les soviets partout. Il y a une politique, il y a un gouvernement en place, comme on l'a dit, c'est très compliqué. Il y a une armée républicaine, etc. On ne fait pas n'importe quoi, vous voyez, évidemment. Et puis, vous n'arrivez pas à des Espagnols, on va vous faire des soviets partout. Mais de la même manière, je dirais, on se retrouve là en Syrie, c'est un chef d'une katiba qui raconte, il dit, mais je suis allé voir, il y avait des jeunes Français, il dit, je suis allé les voir, les gars, il leur dit, mais la charia que vous appliquez, c'est injuste. Il dit, il faut arrêter, il y a une éducation à faire. Le prophète, il a mis 23 ans à poser les bases de la religion, l'alcool, on ne l'a pas interdit d'un seul coup. Alors, voilà, évidemment, ils arrivent, ils sont surchargés idéologiquement, ils disent, voilà, on va faire ça, etc. Bon. Donc évidemment, on se retrouve dans une situation où vous avez des jeunes qui sont douteux en matière de réputation militaire, une réputation militaire très douteuse, ils sont pas bons, ils ne comprennent pas les jeux tactiques, vous voyez, du conflit, et notamment, vous voyez, le fait qu'on va faire une alliance avec tel groupe parce qu'on connaît bien la région, et donc, mais non, on ne peut pas s'allier avec eux parce que c'est des communistes, on ne peut pas s'allier avec eux parce que ce n'est pas des vrais djihadistes, etc. Bon, ils ne comprennent pas. Non. Ils sont donc, je vous dis, mauvais militairement, ne comprennent pas les enjeux tactiques de la situation. Et donc, évidemment, ils ont beaucoup de mal à trouver une légitimité localement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit on les relègue à des tâches subalternes, c'est-à-dire, grosso modo, les combattants locaux les mettent sur des tâches subalternes, typiques sur les procès de retour de Syrie, ce qu'on a appelé les ribats. Les ribats, c'est vous surveiller en rond-point, quoi, voilà, sans même de gilet jaune dessus. Hein, en rond-point, il n'y a rien. Ouais, une surveillance statique. Voilà. Donc il y en a plein, on les a collés là, parce que c'est une manière qui ne nous emmerde pas. Voilà. Grosso modo, on retrouve ça aussi, je vous le disais, sur les jeunes volontaires de la LVF, dont je vais vous parler. Les soldats allemands, les Allemands leur ont dit bon, ok, vous restez derrière, hein, vous allez balayer parce que c'est bien. Mais nous, vous allez nous laisser combattre. Donc soit on les cantonne à des tâches subalternes, soit deuxième dimension, on en fait de la chair à canon. C'est-à-dire on dit ok, vous êtes chargé idéologiquement, allez-y, déminez le terrain. Et ça, c'est absolument terrible. Si vous regardez sur la guerre d'Espagne, la bataille de Teruel, par exemple, vous avez la 13e brigade internationale, on les a fait charger avec des pelles. Ils avaient des pelles, et il y avait un soldat sur 3 qui avait un fusil, ils chargeaient, et les autres, ils avaient des pelles. Face à la mitrailleuse, c'est assez peu efficace, il faut bien le dire. Voyez. Et on le voit ça. Des batailles type bataille de Kobané, on a envoyé des volontaires, les volontaires étrangers ont servi, voyez, vraiment à nettoyer, voyez, la ville au sens de se faire sauter sur les mines, etc., etc., etc. En Irak, il y a eu un très beau travail d'un collègue qui montre ça, c'est que leur faible valeur militaire et leur charge idéologique a servi, on a utilisé les volontaires étrangers pour les attentats suicides. Ok, c'est bon, allez, mets ce gilet, cours, allez, c'est tout droit. Et
On a eu l'occasion, nous, de visionner toute une série de testaments laissés par les gens juste avant les attentats. Je vous assure que vous voyez bien que le poids du CEPA, c'est pas simplement l'épanouissement de mourir en martyr. Hein. Vous voyez que le poids du groupe, le poids des gens qui vous regardent mal autour est quand même très important dans le fait que ces gens-là y vont. Bon. Donc, vous voyez, soit tâche subalterne, soit... Et ça produit quelque chose de très net et de constant chez les volontaires étrangers, c'est généralement la démoralisation. La démoralisation, c'est-à-dire qu'ils ils sont partis et au bout de quelques semaines, généralement, vous avez une baisse très forte, vous voyez, de l'adhésion au conflit, parce que, évidemment, vous êtes dans une situation de guerre, vous êtes maltraité, vous ne comprenez pas, et là, on le voit de manière très nette. Je vous en parlerai la prochaine fois, nous, c'est très net, puisque tous ceux qu'on a eus, nous, sont rentrés, bien évidemment, et c'est extrêmement clair dans leur discours, ils ne comprennent pas les divisions, ils ont été maltraités, ils sont pas bien, donc démoralisation. Et ça produit quoi? Ça produit de la fuite. Et une des grandes préoccupations de Martí en Espagne, qu'est-ce que ça a été? Ça a été tout simplement de s'occuper des déserteurs. Parce qu'il y a plein de gens qui désertaient, tout simplement. Et le gouvernement espagnol a dû même demander aux gardes d'assaut, c'est-à-dire la police espagnole, de contrôler les frontières pour empêcher les brigadistes internationaux de rentrer dans leur pays. Et oui. Et l'État islamique a dû même mettre en place, y compris, une brigade spéciale pour chasser les déserteurs. Ils en ont exécuté un certain nombre d'ailleurs. Et ça explique aussi que même au plus fort du conflit, vous voyez, ça on a moins parlé dans les médias notamment, au plus fort du conflit, vous avez tout un tas de gens qui étaient partis en Syrie et en Irak qui sont revenus. Et les gens n'ont pas attendu la fin du conflit pour revenir. Vous avez plus d'un tiers des gens qui sont partis pendant le conflit qui sont revenus. C'est extrêmement important, mais ça on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, voilà, je vois que le temps passe court, pardon. Mais bon, ne vous inquiétez pas, sur la question de l'engagement, on aura l'occasion, vous voyez, de revenir. Alors, je termine juste par un mot, vous voyez. Donc, en réalité, vous voyez, est-ce qu'on lit violence politique, engagement? Vous voyez, les choses peuvent être extrêmement poreuses par moment. Vous avez des gens qui sont partis se battre à l'étranger, qui par la suite vont continuer leur engagement. Vous avez des exemples, Médine Mouche, par exemple, qui a combattu en Syrie, qui a ensuite commis des attentats en Europe, en attaquant le musée juif de Bruxelles, par exemple. Mais on voit bien historiquement qu'il y en a plein d'autres qui, après ce combat, tout simplement, sont dégoûtés et donc passent à autre chose. Ça, c'est évidemment l'immense difficulté. Donc, on comprend l'inquiétude légitime, vous voyez, par rapport finalement à ceux qu'on appelle les revenants, par rapport à ceux qui viennent. Et en même temps, certains continueront l'engagement, d'autres passeront à autre chose. Et ça, c'est évidemment très difficile, a priori, je dirais, de le savoir. Et ça, on verra que la prochaine fois, je fais un petit teaser quand même, que évidemment la question de la réponse institutionnelle est vraiment importante pour savoir qu'est-ce qu'il advient, vous voyez, de cet avenir ensuite de ces jeunes. Est-ce que vous avez des questions, des moyens de précision, des choses comme ça, qu'on profite des dernières... Alain, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Vous avez parfaitement décrit l'engagement des personnes qui partaient à l'étranger. Mais ce qui m'interpelle, moi, c'est l'engagement des gens localement, sans passer par... Et je crois que c'est ça qui moi, personnellement, qui m'interpelle. Alors, c'est une très très bonne question, et c'est pour ça que j'y dédierai l'intégralité de la prochaine séance, puisque la prochaine séance, si vous voulez, c'est précisément l'étude, vous voyez, des trajectoires, vous voyez, de dizaines de jeunes qui se sont engagés ici, vous voyez, qui ont essayé de commettre des attentats en France, etc. Donc, c'est vraiment une question que je... Alors, vous avez raison, je l'ai un peu artificiellement pour ne pas empiéter trop sur la séance d'après. Donc la séance d'après sera intégralement consacrée à ça. Comment c'était clair, l'engagement des personnes qui partent à l'étranger, ça m'a paru très, très clair. Tant mieux, tant mieux. D'autres commentaires ou précisions? Vous pouvez peut-être nous donner la bibliographie? Vous avez cité plusieurs ouvrages. Bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux vous Vous pouvez peut-être l'envoyer à Stéphanie et puis on va la... Exactement. Oui, vous me l'envoyez par mail et puis je le mettrai sur le site après. Exactement. C'est une très bonne chose. D'accord. Je vais faire comme ça, avec plaisir. Ça marche. Merci. Bon.
Bon, écoutez, c'est pas les conditions les plus rêvées hein, pour échanger et se voir, mais bon, on maintient ça quand même comme on peut. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis, écoutez, j'espère de vous retrouver donc le 25 mars pour la suite. Ouais, je fais comme pour les séries maintenant. On a laissé, comme le disait Alain, voilà, pour la suite, voilà, ça permet d'enchaîner, vous voyez, de laisser du suspense pour le prochain épisode. Bon, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis donc, on se retrouve le 25. D'accord, merci bien. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.